Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous. Dans cet épisode spécial rentrée de Veto Micro, qui marque l'ouverture de la saison 4, nous avons le plaisir d'accueillir l'une des 2 hôtes à l'origine de ce podcast, Marine Slove. Bonjour Marine. Salut Annabelle. Comment vas-tu ? Ça va, écoute, c'est chouette d'être de l'autre côté du micro et de pouvoir faire cet enregistrement. Ça c'est sûr, une fois n'est pas coutume. Marine, te voici de retour de l'autre côté du micro. Alors Sophie t'avait déjà donné la parole il y a quelques années. Bon, pour celles et ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est l'épisode 16. Mais les nombreuses actualités de ces derniers mois méritent qu'on s'y attarde un petit peu. Depuis le changement de nom de Veto Job en Thémavet Job jusqu'à l'arrivée chez One Health, où on a la chance d'enregistrer aujourd'hui, il semblait nécessaire de faire un petit peu le point sur toutes ces évolutions. Effectivement, il y a une transformation de notre positionnement et de notre mission. C'est-à-dire qu'on était un site emploi que les auditeurs connaissent, qui s'appelait Veto Job. On est devenu des médias. Donc, c'est un virage stratégique. On a changé de nom. De Veto Job, on est passé à Thémavet. On a développé des nouvelles marques, dont d'ailleurs fait partie ce podcast. Mais on constate que ce positionnement, il n'est pas encore complètement clair. Et en plus, là, on a un nouveau changement en 2025 puisqu'on a été racheté par One Health. Donc, voilà, c'était chouette de pouvoir expliquer tout ça. Oui, finalement, c'est parfait. Ça va être l'occasion de reposer les bases, alors qui nous sommes, d'où on vient et finalement ce qu'on fait aujourd'hui au sein de One Health. Aussi de revenir sur le succès de Veto Micro, ne nous en cachons pas, c'est vraiment une belle réussite. C'est devenu un podcast de référence dans le milieu vétérinaire, mais surtout un média à part entière. Et enfin et surtout, ça sera aussi l'occasion de partager les projets d'avenir. Alors, celles et ceux qui te connaissent savent que tu es une femme et une vétérinaire engagée qui a l'entrepreneuriat dans la peau. Alors, si tu veux bien nous dévoiler les coulisses et partager ta vision de l'évolution de ton entreprise au sein de l'écosystème vétérinaire en pleine mutation, on y va ? Carrément. Parlons montagne russe de l'entrepreneuriat et podcast. Génial. Très beau programme. Super. Alors, comme on le sait, tu es impliquée dans l'écosystème vétérinaire quasiment depuis ta sortie de l'école. On peut dire que tu as été une pionnière dans l'implémentation de solutions digitales sur le marché du travail avec la cofondation du premier job board vétérinaire. Comme tu en as déjà parlé dans ton épisode en 2022, mais il y a eu un certain nombre de rebondissements, est-ce que tu peux nous faire un résumé assez rapide des 10 premières années, de la naissance de Veto Job en 2014 jusqu'au changement de nom en 2023 ? Oui, carrément. J'essaie d'être synthétique, mais effectivement, j'en parle plus avant dans le podcast que j'ai enregistré avec Sophie. En fait, moi, je suis sortie de l'école d'Alfort en 2011. Donc, j'ai travaillé un peu, j'étais vétérinaire équin. Et avec une amie et consoeur de ma promo, on a décidé de monter ce fameux site emploi qui s'appelait Veto Job. Donc, c'est un projet qui est de 2013, donc finalement assez peu de temps après ma sortie de l'école, et qu'on a vraiment lancé en 2014. On était très jeunes. À l'époque, on avait 27 ans, on était pleine d'enthousiasme, et en fait on faisait ça toute seule de notre côté, et on fait une rencontre un peu fortuite via le CVE, Club Vétérinaire Entreprise. Le président de l'époque, mais qui est toujours le président aujourd'hui, en fait on le connaissait de l'école, et lui, à ce moment-là de sa carrière, il était consultant pour un groupe de presse professionnelle qui s'appelait ATC, Agri Terroir Communication, qui avait de la presse vétérinaire. Alors pour les plus anciens d'entre nous, ils avaient VetLife, VetSchool et l'auxiliaire vétérinaire. L'auxiliaire vétérinaire existait encore il n'y a pas très longtemps, mais en tout cas, c'est 3 titres qui n'existent plus aujourd'hui. Et il venait de racheter une entreprise qui faisait des job boards. Donc, il cherchait à se diversifier avec des sites emploi, et notamment sur le secteur vétérinaire. Il y avait plein d'autres secteurs dans l'entreprise. Et donc, on décide à ce moment-là de s'associer avec eux, puisqu'on travaille finalement en même temps sur le même projet. Le deal était assez simple. C'est-à-dire que eux apportaient les fonctions support, notamment la partie technique, et après toutes les autres fonctions support, telles que la comptabilité, etc. Et nous, on apportait notre expertise et notre travail, en fait.
Alors ça s'est pas passé tout à fait comme c'était prévu, mais bon, comme souvent je crois. En fait, ce qui s'est passé assez vite, c'est que cette entreprise ayant ses propres priorités et ses propres difficultés de restructuration, et nous marchant très bien, on s'est retrouvé un petit peu en marge, un petit peu à faire un peu tout, à être au four au moulin et puis à être un petit peu toute seule et à être dans une situation de blocage où en fait on n'arrivait pas justement à travailler avec ces fonctions support. Donc ça a été très formateur en réalité parce que j'ai appris énormément de choses. J'ai appris à faire du marketing, à faire du graphisme, etc. Mais très vite, ça a usé beaucoup ma collaboratrice Alice, qui est partie parce que ça ne lui convenait plus, qu'elle avait envie de mettre son énergie ailleurs. Et moi, de mon côté, très vite, j'ai atteint une espèce de plafond de verre en termes de connaissances, c'est-à-dire quand on est très isolé, qu'on travaille toute seule de chez soi. J'avais pas possibilité d'avoir un bureau à l'époque parce qu'on était avant le télétravail et du coup les places étaient chères, voilà. Et je me suis dit qu'en fait, moi, j'avais qu'une formation de vétérinaire. Là, j'apprenais sur le tas, mais qu'il fallait que j'aille faire mes armes ailleurs pour continuer d'apprendre parce que je pourrais pas développer VetoJob sans ça. Et je suis allée faire mes armes ailleurs, notamment en start-up, ce qui a été très formateur en fait. D'accord, mais tu es restée adossée à ATC. Ah, complètement. C'est-à-dire que j'ai travaillé par ailleurs, mais je travaillais en même temps sur VetoJob. Et d'ailleurs, c'était très intéressant parce que la start-up vous apprenait énormément de choses et je pouvais les réinjecter instantanément dans VetoJob. J'avais pas d'enfant à l'époque, donc c'était pas grave que je travaille 7 jours sur 7, mais c'était un peu ça qui se passait. Et tu disais qu'ils avaient de l'expérience dans les job boards dans d'autres domaines. Est-ce que tu as pu bénéficier de ces expériences un peu transverses ou t'étais vraiment très isolée? Alors, on a bénéficié de ce le job board qui vendait en marque blanche, c'est-à-dire qu'en fait c'était une solution technique un peu toute packagée. Par contre, il a fallu la vétérinariser. C'est-à-dire qu'on est passé d'un truc un peu généraliste à du job board spécialisé. Donc c'est tout un travail de rubricage en fait derrière. Donc c'est ça qu'on a fait et derrière c'était à nous de nous occuper de la mise en marché, de la commercialisation de ce job board. D'accord. Alors, tu nous as dit que tu étais partie faire une expérience un peu complémentaire en start-up, oui. Injecter ces connaissances-là, du coup, dans le job board vétérinaire. Est-ce qu'il y a un moment où tu as fait le tour un petit peu de ces connaissances et tu peux revenir à plein temps? Alors avant ça, ouais, je fais 3 ans de start-up. Après, je fais 3 ans dans l'agroalimentaire, c'est-à-dire que de la petite start-up à 25 personnes, j'ai envie de découvrir un grand groupe. Donc, je passe dans un grand groupe France au début, américain après, de 60 000 personnes. Donc, je fais un peu le grand écart, mais c'est pareil, c'est hyper formateur. J'y ferai presque 3 ans aussi. Et en 2021, il y a du nouveau chez ATC qui semble en fait en ordre de marche pour se restructurer. Et finalement, il y a les conditions pour un retour à temps plein dans le groupe ATC à ce moment-là. Donc, mon ex-associé, qui est le PDG du groupe, finalement a réuni les conditions qui font que j'accepte de revenir, puisqu'avant, on était dans cette situation de stagnation, de blocage, des projets digitaux et notamment le projet de refonte, parce qu'en 2021, on est avec un vieux site de 2014. Oui, c'est sûr que ça nécessitait quelques aménagements. Une refonte. Tout était un peu à l'arrêt parce que... digitalisation de la presse, tout ça, c'est des projets très complexes dont la mise en œuvre est compliquée. Et en fait, à ce moment-là, parce que je pense que la situation post-Covid financièrement est compliquée, il met en place un COMEX, un comité exécutif avec des gens qui sont super brillants, qui sont très bons dans leur domaine. Et là, ça insuffle une nouvelle dynamique. Donc moi, je me dis, c'est le moment de revenir. Donc je quitte mon boulot dans l'agroalimentaire. Et je reviens à temps plein pour emmener VetoJob plus loin et créer un vrai média omnicanal avec beaucoup de digital, un peu de print, mais surtout beaucoup de digital. Parce que finalement, notre investisseur historique, c'est un groupe de presse. Donc c'était la suite logique des choses, c'est-à-dire de partir de ce job board pour aller plus loin dans le projet et diversifier avec de la presse et notamment Veto Micro, enfin plein de médias différents. Et début 2022, c'est là où je recrute une équipe. Alors, je récupère dans mon périmètre l'auxiliaire vétérinaire en print, donc la revue papier dont on parlait tout à l'heure. Donc, je récupère aussi les gens qui travaillent dessus à ce moment-là. Donc, il y a une rédactrice en chef qui est Veto, qui s'appelle Sandy, une chef de publicité que certains d'entre vous ont connue, qui s'appelle Adeline. Et c'est là où je recrute aussi Manuel Ornart, qui a fait un épisode aussi de Veto Micro de mémoire, ça doit être le 4. Qui est aux commandes de l'Oxymook. Qui est aux commandes de l'Oxymook et de
toute la rédaction en chef de Thémavet aujourd'hui. Donc c'est à ce moment-là qu'elle intègre l'équipe et qu'on lance aussi Veto Micro. Donc Sophie arrive à ce moment-là aussi. Donc 2022, vraiment. Une année riche. Ouais, une année riche de création d'équipe, etc. Et parallèlement à ça, c'est là où le groupe devient Théma. Donc on va comprendre la suite de l'histoire, pourquoi VetoJob Thémavet. C'est-à-dire qu'en fait, le groupe, il s'appelle Groupe Système. En fait, c'est un groupe avec plusieurs entités juridiques, oui, exactement, et qui du coup, ça perdait les gens. Tu le sais, toi qui travaillais pour Cheval Santé, t'avais un mail ATC, donc les gens comprenaient pas forcément. Donc voilà, c'était pas limpide pour les gens de l'extérieur. Donc il y a une décision qui est prise par la direction de donner une marque ombrelle en fait qui va renforcer la notoriété globale et créer une identité un peu plus forte et plus cohérente. Et ils choisissent le nom Théma. Pourquoi ? Parce que c'est la contraction de Terroir Magazine, qui est la première revue print que mon ex-associé avait lancée quand il a monté le groupe. Je crois c'était dans sa vingtaine, donc il y a très longtemps. Donc il y avait quand même une petite histoire à raconter. C'était assez joli. Et il décide en fait de décliner cette marque selon les secteurs. Donc nous, ça paraît très logique. Ça paraît logique. Ça donne Thémavet pour le monde vétérinaire, sachant que dans le groupe, on avait Théma artisanat, Théma transport et logistique, etc. En fait, c'était déclinable. Et du coup, on s'appelle Thémavet et en octobre 2022, on va lancer cette marque Thémavet Média. Et sur 2022, on va avoir aussi le lancement de Veto Micro, qui s'inscrit complètement dans les médias de Thémavet, justement, et la revue print L'Oxymo, qui est le bébé du coup de Manuel, qui est la revue trimestrielle ASV, une revue de formation pour les ASV. Et voilà, on va lancer tout ça. Le site, lui, par contre, s'appelle encore à ce moment-là, en 2022, VetoJob, puisque la transition se fera qu'après. Oui. Donc ça, c'est là un petit peu là où le bas blesse, effectivement, c'est que ça a pris un petit peu de temps et ça a continué d'entretenir cette opacité en termes de reconnaissance, de marque, de nom, de changement. Donc c'est vrai que peut-être ça a un petit peu contribué à perdre les gens sur ce qui s'était passé. Et est-ce que c'était un simple changement de nom? Est-ce que c'était un rachat? Est-ce que c'était des choses comme ça? Les gens ont beaucoup pensé que c'était un rachat. Bien sûr, c'est légitime, étant donné que la communication était peut-être parfois un petit peu lente déjà en interne, donc on comprend plus facilement pourquoi elle a pu être un petit peu opaque en externe. Donc du coup, qui dit nouvelle entité, nouvelle marque, dit nouveau site. Donc est-ce que vous avez amorcé la transition tout naturellement, VetoJob, vers une marque qui pourrait s'apparenter à Thémavet? Ouais, tout à fait. On avait un projet de refonte, même au-delà de ça. De toute façon, ce projet de refonte, il était nécessaire parce que on avait un site de 2014. C'était un projet qui était déjà dans les tuyaux depuis. Il a eu 3 ans et demi de retard, in fine. Donc en fait, on était déjà. Ouais, tout à fait. Mais qui sont dus au problème de restructuration de l'entreprise dont je parlais. Finalement, là, on arrive en 2023 à un moment où, on a une direction qui est dynamique, etc., et qui reprend en main les projets digitaux de refonte. On passe par un prestataire externe qui nous fournit ce qu'on appelle un product owner, qui était en fait le maillon indispensable qui nous manquait pour mettre ce projet sur des rails. Donc un product owner, c'est quelqu'un qui va faire le lien entre l'équipe métier et les développeurs, qui va définir et prioriser en fait les fonctionnalités de tout produit numérique. Sauf qu'à ce moment-là, il y a une décision qui est prise de la direction de s'affranchir des 3 mois d'études préparatoires que propose ce prestataire. Donc c'est ce qu'on appelle le cadrage sur des projets digitaux, et en fait c'est hyper important, puisque moi j'avais fait une expression de besoin, mais à un moment il faut traduire ça avec ce qu'on appelle des specs techniques et un cahier des charges. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des restrictions budgétaires. L'entreprise post-Covid, elle se porte pas au mieux d'un point de vue financier. Donc, il est décidé de se passer de cette partie-là. Ce serait un très mauvais calcul puisqu'in fine, ça occasionnera de tels problèmes d'architecture et de fonctionnalité que les 3 mois, on les aura derrière, voire plus. Donc, ça coûtera plus cher. C'est ça, parce que tout ce que tu n'auras pas pu anticiper ou prévoir ou
où effectivement coucher sur le papier au Ce sera du préalable, correctif. ça sera du correctif et des Exactement. problèmes potentiels de Exactement. rectificatif. Surtout que le projet est beaucoup plus ambitieux que juste Thémavet Job, puisque il faut que ce job board soit mutualisé dans les différents marchés. Ça veut dire qu'à un moment, il faut avoir une architecture commune entre, on avait du social, des ASH, on avait du transport, de la logistique personnelle. Donc, il y avait quand même un niveau de complexité de projet qui était très important et c'était, voilà, c'est. Oui, en fait, toi, tu as dit que tu avais dû vétérinariser un petit peu le Oui, standard, et tout à là, fait. on doit revenir à un standard source différent. Tout à fait. Et donc, chaque métier, chaque branche métier doit Ouais. faire elle-même son travail Exactement. pour se mettre d'accord sur une arborescence Tout à fait, ce qui sera pas fait. commune. Ouais, tout à fait. Ce qui, en plus, si personne n'a eu le temps de le faire correctement, peut expliquer aussi les Complètement. difficultés post-prod. Complètement. Et en fait, on se retrouve, pour poser un peu le contexte, le directeur de la DSI de l'époque me dit qu'on est sur une migration à haut risque. Il emploie ce terme, je m'en souviens très bien. C'est pas du tout anxiogène. Mais en fait, je comprends que on va galérer, ça va pas être simple, mais je prends pas la mesure de ce qui est en train de s'annoncer, en fait. Donc, sur la nouvelle roadmap, on a quelques semaines de retard. On a 13 ans et demi de retard sur le projet global, mais on a quelques semaines de retard sur la roadmap. Et j'avais des vacances de prévues parce qu'en fait, avec la date initiale de lancement, je m'étais dit, 6 semaines après, on a fini de débugger, etc. J'étais optimiste. Donc, j'avais des congés et je devais partir en Italie. Donc, il me programme un lancement le vendredi de mes vacances. Je leur dis non, c'est pas possible. On a attendu 3 ans et demi, on peut bien attendre une semaine de plus. Mais finalement, quelque part, toute semaine supplémentaire coûte de l'argent. C'est ça dont il faut se rendre compte. Et puis, on me dit qu'en fait, ça sert à rien, qu'il faut arrêter de reculer pour mieux sauter, et qu'à un moment, les développeurs, plus on leur donne de temps, finalement, plus ils ont de temps pour faire les choses, moins ils avancent, et qu'à un moment, il faut y aller, en fait. Donc, on y va. Voilà, on y va le vendredi de mes vacances. Bon, je te cache pas que mes vacances en Italie se sont transformées en gestion de crise en Italie. Après, c'est très sympa comme cadre. Je sais pas dans quel coin d'Italie tu étais, mais gérer des bugs. La Côte Amalfitaine. Formidable. Formidable. J'imagine que au moins en j'en regardant ris aujourd'hui, dehors, hein. tu pouvais. Oui, j'imagine qu'à l'époque. J'en ris pas du tout, puisqu'évidemment j'ai travaillé. Oui, et puis que depuis, il y avait déjà eu des petits changements et que tu n'étais pas en vacances en solo. Tu étais en vacances en famille, ce qui ne gâche rien. Voilà, évidemment. Pour le reste de la famille. Évidemment. Et en plus, ça tombait pareil. On avait des réunions d'équipe, régulièrement. Et ce vendredi-là, tombait une réunion d'équipe le jour de la sortie, en fait, qui était le jour où j'étais en vacances le soir. Donc on fait quand même cette réunion d'équipe alors qu'on est en lancement. Donc on est toutes. Mais t'étais là. Oui, j'étais là. Je m'en souviens. Voilà. Et à cette réunion d'équipe, j'ai invité Léa, que certains connaîtront aussi, puisque du coup elle m'a remplacée pendant mon dernier congé maternité. Donc il y en a certains qui ont probablement échangé avec elle. Donc Léa, elle venait d'arriver chez Théma, toute jeune, un peu comme moi 10 ans avant, pour monter la partie Théma Artisanat Job, donc vraiment le job board sur l'artisanat. Je la connaissais pas très bien, mais je lui avais dit viens voir comment on travaille, etc. Et ce moment de lancement, en fait, je sais plus, on lance à 16h, un truc comme ça. Il y a rien qui marche, sérieusement. Il y a rien qui marche. Et je la vois faire, je sais pas si tu te souviens, elle prend le truc en main, elle fait les parcours utilisateurs, on sent que voilà, il y a une aisance, qu'elle gère le truc, qu'elle est hyper rapide, hyper efficace. Donc bon, je retiens ce truc-là. Et finalement, je pars en Italie, c'est la misère. On a fait un choix aussi qu'il faut pas faire pour ceux qui écoutent et qui aimeraient faire de lancement de site internet. On lance sans back office. C'est un choix. C'est-à-dire qu'on a lancé sans back office. Ça veut dire que le service client il se retrouve débordé parce que ça veut dire qu'on n'a plus d'interface pour gérer les problèmes clients. C'est que tout passe par les développeurs. Et évidemment, j'ai une équipe service client qui est pas capée pour ça. Pas du tout. Donc très vite, au bout d'une semaine, je me rends compte qu'ils vont pas s'en sortir parce que ceux qui font le service client, ils ont l'habitude de ce site, ils ont l'habitude des process et là ils sont complètement dépassés par la situation. Et du coup, je crois que le vendredi de mon fameux retour de vacances, j'appelle Léa et je lui dis tu fais quoi la semaine prochaine? Est-ce que tu pourrais me gérer un service client de crise où il n'y a pas de back office, là full time à partir de lundi? Et en fait, elle me dit ouais, ok, je serai à la Tour Montparnasse lundi à 9h. Parce qu'on avait nos bureaux à la Tour Montparnasse à l'époque. Et providentiel. Ouais, providentiel. Elle arrive
elle arrive à la Tour Montparnasse et on se met à gérer, elle, des problèmes clients, qu'il y en a à tous les étages. C'est des journées entières de travail, donc elle reprend tout le service client. Et moi, des parcours utilisateurs et du debug, problèmes techniques. Et là, c'était pas du tout prévu, c'est-à-dire qu'en fait, mon boulot passe du jour au lendemain à faire des parcours utilisateurs toute la journée, voir ce qui va pas et remonter ça au PO, au product owner, qui fait des correctifs avec les devs en fait. Donc c'est une phase qui est très difficile, qui est très anxiogène, où moi du coup je peux plus. Ça a duré combien de temps cette petite crise? Alors les clients, je pense, s'en souviennent de ce lancement catastrophique qui a duré hyper longtemps. En fait, on a lancé mi-mai, la fin du debug, c'est-à-dire pour un retour à un niveau de fonctionnalité de base similaire à l'ancien site, c'est en juillet. Ah oui. Ouais. Presque 2 mois. Ouais, c'était ouais. Donc voilà, période hyper dure où il faut beaucoup temporiser avec les clients. Mais pour être très concrète, au bilan, si VetoJob avait eu des concurrents sérieux, c'est-à-dire qu'on avait eu vraiment des concurrents de job board, ce qu'on n'a pas à ce moment-là, la boîte était par terre. Oui, parce que concrètement, 2 mois avec autant de gestion de problèmes, de crises, ça peut réellement mettre en péril les chiffres. Complètement. Et on parle de... Il y a des tas de trucs qui se sont pas vus, qui étaient des problèmes techniques plutôt qui se voyaient pas ou moins, mais il y a eu des problèmes techniques majeurs. Par exemple, une confusion entre le hors-taxe et le TTC. Ah oui, là... Ouais. Des moments où les prix disparaissaient, les tunnels de commande disparaissaient dans le parcours de commande. Enfin, on n'était pas sur du petit problème technique. Donc d'ailleurs, on a accusé une baisse de chiffre d'affaires qu'on a récupérée après, majeure, par le simple fait que les clients ne pouvaient plus commander, quoi. Donc, ça doit être assez frustrant de travailler comme ça un peu sous l'eau et puis. Je sais pas si j'étais pas dans la frustration, t'es sous l'eau. T'es complètement sous l'eau en fait. Tu réfléchis même plus en fait. Tu passes tes journées à essayer de débugger. Et en été, donc finalement c'est Léa qui reprend le poste de PO. Donc on réinternalise parce que de toute façon l'entreprise au global, je parle vraiment du groupe, n'a plus les moyens ça coûte cher de la presta externe de PO. Donc Léa reprend ce sujet en interne et vers juillet, même si on a eu des correctifs jusqu'en septembre, finalement on sort de cette période horriblement stressante pour rentrer dans une autre, mais on sort. J'allais dire, ça y est, donc c'est l'accalmie, Thema VetoJob est sorti, tout fonctionne comme il faut, vous récupérez progressivement toute la clientèle. Et donc, cette accalmie sera en fait de courte durée. De courte durée, de très courte durée, parce qu'en fait, l'entreprise va rentrer dans une procédure collective. Donc, pour expliquer un petit peu le contexte économique de la presse professionnelle, la presse même en général, il est assez tendu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une baisse des revenus publicitaires, c'est-à-dire que les annonceurs ils vont privilégier des grosses plateformes type Meta, donc tout ce qui est réseaux sociaux, Google, etc. Il y a une érosion des abonnements. D'abord parce que les entreprises elles vont réduire leur budget de documentation, et puis parce que les jeunes générations elles consultent des contenus plutôt gratuits et plutôt en ligne, donc ils sont très digitaux. Il y a une hausse des coûts, les prix du papier, ça, c'est sûr. explosé, mais pas que. Tout ce qui est impression de distribution, tout ça augmente et tout ça pèse sur nos marges en fait. Il y a la transformation numérique avec tout le passage au digital qui demande des investissements très importants en technologie, mais aussi en compétences. C'était d'ailleurs un des problèmes qu'on a rencontré chez Thema. Et ça, c'est difficilement rentabilisé à court terme, en fait. Donc il faut le prévoir. Et il y a une concurrence accrue avec des blogs, des newsletters spécialisés, des influenceurs experts qui vont grignoter l'audience traditionnelle. Et puis après, l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est venue remanier tout ça. Mais à l'époque, ça l'était pas. Donc, puisque là on est en 2023, donc ça l'était pas. Peut-être l'exemple qu'on prend souvent pour illustrer ça, c'est l'exemple d'Hugo Décrypte. Alors je sais pas combien il a de millions d'abonnés, mais je suppose que quand on additionne son YouTube, son TikTok, on est à plus de 10 millions d'abonnés. Il fait des vidéos qui peuvent dépasser le million de vues en 24 heures seulement, et on compare souvent ça au journal télévisé classique. Si tu prends le 20h de France 2, ils font à peu près 5 millions de téléspectateurs sur un canal
unique et une tranche horaire finalement unique. Et ça démontre vraiment un changement de modèle et de lien au public. Et ça bouscule toute la presse aujourd'hui, la presse généraliste. Mais en fait, la presse professionnelle, spécialisée bien aussi, sûr, c'est la même chose. Du coup, la presse aujourd'hui, elle doit repenser son modèle économique pour survivre. Et Théma a pas su le faire à temps, très clairement. Donc fin d'année 2023, début d'une procédure collective. Donc procédure collective, c'est mise en redressement judiciaire de certaines entités juridiques. On est sur un groupe qui fait une petite vingtaine d'entités juridiques. Thémavet n'est pas concernée. Thémavet est rentable. Thémavet, c'est une fille qui est rentable et qu'on appelle ça in bonis. Mais elle est en partie détenue par une société mère qui va très vite passer en redressement judiciaire. Oui, parce qu'en fait, il y a une extension. Ça commence par des filles non rentables et il y a une extension à la société mère. Et du coup, tu te retrouves concernée malgré toi. Exactement. Et malgré les résultats de l'entité vétérinaire qui, elle, est plutôt florissante. Tout à fait. Et je découvre aussi cet univers de la procédure collective. Donc, pour résumer, en fait, il y a nomination d'un administrateur judiciaire qui a pour rôle d'assister le dirigeant pour gérer l'entreprise en difficulté et d'un mandataire judiciaire qui, lui, agit plutôt en qualité de représentant des créanciers et avec un rôle qui est plus axé sur l'aspect liquidatif et comptable. Et donc, on pourrait se dire, finalement, c'est une bonne nouvelle, pas la procédure collective, mais qu'il y ait des instances qui prennent en charge ça, ils vont nous aider à sortir de la nasse. Donc, on se dit ça. Puisque là, on est dans le redressement judiciaire. Donc, on se dit que c'est de l'accompagnement et de l'aide pour aller assainir la situation. Pas finir en liquidation. Sauf que, en fait, on s'aperçoit assez rapidement que c'est pas ça qui va se passer. On est sur une entreprise qui fait à peu près 450 salariés. Je parle vraiment du groupe et un niveau de complexité de l'organigramme qui est assez important. Et du coup, toutes ces instances, elles doivent prendre en charge tout ça. Il y a un temps de prise en charge, il y a une complexité à gérer. On n'est pas sur un magasin de chaussures ou une boulangerie, on est sur un groupe de presse, donc c'est assez complexe. Du coup, tout ça va très très vite ajouter des problèmes opérationnels au quotidien. Par exemple, pour prendre l'exemple de Vetomicro, le Vetomicro, il y a un diffuseur qui s'appelle Ocha, qui est notre diffuseur, qui permet d'envoyer nos épisodes sur les plateformes. Il est relié à une carte bancaire. Et cette carte bancaire, elle dépend du groupe. Mais quand le mandataire judiciaire prend tout ça en charge, il y a des paiements qui sont bloqués. Donc on s'est retrouvé par exemple 6 ou 7 jours où Ocha était plus payé, donc Ocha nous a coupé nos flux. Mais ça, c'est à tous les étages. C'est-à-dire qu'un matin, on arrive, on n'a plus de boîte mail. Voilà. C'est des choses que vous ne pouviez pas anticiper, bien évidemment. Non. Et alors, c'est transitoire, ça dure 2-3 mois, mais c'est une période de flottement qui est hyper inconfortable et qui est assez inattendue parce que toi, t'es plutôt dans l'optique que tout ça va t'aider. Et en fait, tu t'aperçois qu'au début, ça en rajoute aux difficultés de ton opérationnel. Donc ça, c'est une période de 2-3 mois qui est assez compliquée. Tu restes optimiste pendant cette période de 2-3 mois ou tu sens déjà un peu les prémices? Non, je sens le vent tourner. Ça va... Je sens le vent tourner, mais mon ex-associé est assez confiant. Peut-être parce que il y a peut-être une phase de déni. C'est très dur quand tu vois ton entreprise se casser la figure que tu as créée. Tu avais, je sais plus, 26 ans, un truc comme ça. Donc lui, il reste optimiste. Puis après, c'est son rôle de capitaine de navire de rester optimiste. Mais moi, ça commence à sentir le roussi. Puis c'est pas comme si ça allait bien depuis 10 ans. Je veux dire. Ça a jamais été facile, ça a jamais été fluide, ça n'a jamais été en fait en réalité. Il y a eu des périodes, cette période où il y a eu ce nouveau Comex, cette dynamique, mais qui a été de très courte durée, qui a duré 1 an, qui était une courte lune de miel. Donc non, moi je commence à voir le vent tourner et très vite ça s'enchaîne et en fait on rentre dans un truc qui est assez violent même socialement et humainement. Il y a une première liquidation qui a lieu. Donc qui porte mon service client notamment. Pour ceux qui ont connu Spiros qui a fait le service client pendant des années pour VetoJob et Thémavet Job. Et là c'est assez violent parce que il y a aussi les personnes qui géraient Vetomicro, toute la régie podcast. Il y avait 2 personnes qui géraient toute notre régie podcast, nos diffusions, etc. Pareil. Et en fait ils reçoivent un mail des instances de la procédure parce qu'à un moment il y a liquidation, donc licenciement économique. Et ils prennent du jour au lendemain, c'est actif. Ouais, bien sûr, tu as une audience. Et là c'était quelques jours après en l'occurrence. Ils prennent leurs affaires, ils se lèvent et ils quittent l'open space. Et c'est des gens avec qui tu travailles depuis des années. C'est très brutal. C'est très brutal. Franchement, c'est très très dur. Et puis ces personnes travaillaient et donc ils sont non remplacés. Donc en fait, ton équipe doit absorber des tâches supplémentaires et très vite tu rentres dans un opérationnel quotidien qui est insoutenable.
Et en plus de ça, alors en plus, je te dis pas, tout ça, c'est novembre, décembre, c'est l'hiver. Je sais pas, moi, je suis un peu saison Fin dépendante. d'année. Ouais, c'est un peu rude. Et en fait, t'as une ambiance qui est extrêmement délétère parce que tout le monde est sous pression. Parfois, t'arrives le matin, il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a un climat d'incertitude majeur. Il y a des dysfonctionnements à tous les étages. C'est-à-dire que ça commence à déconner partout, en fait. Le bateau prend l'eau, en fait. C'est vraiment ça. Le bateau prend l'eau. Donc, t'es dans un quotidien qui est mortifère, hein, franchement. Et t'es sous pression. Et moi, la première, hein, j'ai peut-être pas toujours été parfaitement zen parce que j'ai été soumise à un stress quotidien qui était très intense, en fait. Et à ce moment-là, fin d'année, je réalise que le seul moyen de s'en sortir, c'est de partir. Tu vois, là, elle est un peu là, la prise de conscience. Alors partir quand, comment, je sais pas exactement, mais je sens qu'il faut que je soumette un projet d'exit à mon ex-associé. Et je le fais. Et dans un premier temps, il refuse. C'est ce que je disais. Est-ce qu'à ce moment-là, je pense qu'à ce moment-là, il pense qu'il va sauver tout le monde. Or, Themavet est un joli produit rentable. Donc voilà, il refuse. Je renonce pas, mais je commence à comprendre que ça va être compliqué de le bras de fer quand même. Ouais. Je commence à comprendre que c'est un. En plus, ça fait partie, a priori, comme tu le disais, des entités qui sont rentables. Donc, j'imagine qu'aux yeux du mandataire ou du liquidateur judiciaire, ça fait aussi partie des belles entités qui peuvent... Alors ça, je sais pas. Non, je pense pas que ce soit leur spectre. Non, je pense pas que ça ait joué parce que eux, ils sont vraiment dans toutes les entités qui sont en redressement, dans toute la gestion. Ils ont pas que nous, ils ont d'autres dossiers. Donc non, je pense que vraiment, nous, on est in bonis, on est hors de leur... hors du scope. Ça fait pas l'équilibre, entre guillemets, avec les autres entités. Non, je pense pas. Du coup, c'est un petit peu ta porte de sortie. Mais c'est une boîte noire, donc pour moi, c'est une boîte noire puisque je suis dans la partie in bonis. Donc en fait, je sais pas trop répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que du coup, ce qui va se passer, c'est que les vacances de Noël arrivent. Je vais prendre, je sais plus, une dizaine de jours de congé. Et là, je vais pouvoir prendre une espèce de respiration et rentrer dans une forme de réflexion. Et là, je vais essayer de prendre conseil autour de moi. Et j'ai un ami qui a vécu une situation, alors pas exactement pareil, mais avec des similitudes sur le côté un peu déconfiture, redressement judiciaire. Et lui me dit, en fait, t'es quelqu'un qui carbure à la motivation intellectuelle. Il faut que tu trouves un intérêt intellectuel à cette situation et que t'en fasses des opportunités. Et sur le coup, déjà, je comprends pas comment je pourrais avoir un intérêt intellectuel à un truc pareil. Tu vois, vraiment, ça me dépasse. Et puis ce truc de faire des difficultés et des opportunités, c'est un peu bateau, tu vois. Ça paraît très, très, très joli sur le papier comme ça, mais voilà. Quand on est dedans, c'est une autre paire de manches. Donc, je comprends pas trop. Et puis, il me dit un autre truc. Il me dit, par contre, faut que tu acceptes de lâcher l'opérationnel quotidien. Parce que tu vas pas t'en sortir. Parce que là, un exit, c'est un temps plein. Donc, faut que tu lâches l'opérationnel quotidien. Et moi, je m'entends lui répondre, mais je peux pas. Si je fais ça, tout cool, en fait. Donc, non, je peux pas. Mais quand même, ça me fait réfléchir et puis ces vacances me permettent de faire un pas de côté, tu vois, de prendre un peu de hauteur parce que le problème quand t'es dans ce genre de truc, c'est que t'as la tête dans le guidon et tu peux pas prendre de la hauteur. Et juste au retour des vacances, je me mets en mouvement. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, je vais appeler mon réseau, appeler les anciens d'entreprise, appeler les gens que je connais, dont je sais que professionnellement, ça a pu être des personnes ressources. Je vais aller prendre des cafés partout dans Paris. Tu vois, je sors de chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Surtout qu'en plus, j'étais vachement en télétravail, j'étais vachement isolée. Donc, je sors de chez moi. Je me mets aussi à réécouter beaucoup les podcasts de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, sur ceux qui connaissent. Et en fait, je cherche sur son site vraiment ceux qui se sont mangés des échecs, qui ont pris des bouillons, tu vois. Mais qui se sont relevés. Oui, alors c'est pas forcément sur des trucs similaires. Parfois c'est d'ailleurs des très grosses entreprises. Parfois c'est pas du tout c'est des toutes petites startups, mais c'est pas du tout la même configuration. Mais en tout cas, je sais pas, ça me fait un bien fou de voir qu'effectivement ils s'en sont sortis, qu'ils en parlent avec beaucoup de détachement quelques années après, etc. Donc vraiment ça me fait un bien fou. J'en écoute un peu tous les jours et petit à petit je comprends ce que mon ami voulait dire en fait, et je commence à y voir un intérêt intellectuel. Ouais. Et ça, c'est peut-être un apprentissage que j'en ai tiré, c'est de se dire que la solution, elle va pas te tomber tout cru dans le bec. En fait, elle va pas tomber du ciel. Il faut mettre de l'énergie à aller la chercher parce que les réponses, tu les trouves pas mal auprès de ton réseau, mais il faut faire l'effort d'aller les chercher, et à force de discuter, d'échanger, de prendre conseil, etc., t'as une porte de sortie qui va se dessiner, en fait. D'accord. Et du coup,
le delta entre la période de réflexion et la vente effective, ou en tout cas le changement de cap, ça prend combien de temps avant que tu trouves une solution? En fait, finalement, c'est assez rapide à l'échelle de ouais, c'est assez la rapide parce que, procédure. alors je sais plus, j'ai perdu un peu la notion du temps, mais on parle de quelques mois et en fait, là je comprends de plus en plus parce que tout avance dans l'entreprise que sans exit Thémavette va couler avec le navire. Là, je commence à voir venir la liquidation de la mère, la société mère qui porte toutes les fonctions support. Et au retour de vacances, donc oui, quelques semaines après, je pense, franchement, même si je me rappelle pas très bien, je pose un ultimatum à mon associé en fait. C'est-à-dire que je lui dis, Théma peut plus porter Thémavette, c'est pas possible. La seule solution, c'est un exit, une vente. C'est ça ou c'est ma démission. Et ma démission ce jour même, je ferai mon préavis. Conformément à mon contrat, je respecterai mon contrat, mais ça veut dire que dans 3 mois, je suis partie. Et en fait, à ce moment-là, c'est pas de la stratégie, je bluffe pas. C'est un trop plein, c'est de Ouais, dire que c'est. je suis convaincue de ce que je suis en train de lui dire. Ah, bien sûr. Et le lendemain, il accepte la vente. Et là, on rentre dans une nouvelle étape de ma vie professionnelle qui est vraiment la recherche d'une solution d'exit, qui est pas forcément une vente d'ailleurs à un acquéreur externe, mais du coup, c'est une des hypothèses, donc la recherche d'acquéreur. Et sauf qu'à ce moment-là, je rentre dans une nouvelle étape de ma vie perso, puisque je suis enceinte en fait. Oui, du coup, ça vient un petit peu en même temps se télescoper, le côté pro, le côté perso, avec des nouveaux challenges un petit peu de tous les côtés. Complètement. Alors, c'est un rythme intense quand même, hein, un climat assez incertain. J'imagine que ça n'a pas dû être de tout repos. Comment t'as réussi à garder un peu le cap pendant toute cette période délicate, à part les podcasts et puis le fait de te reconnecter peut-être à un réseau pour être moins isolé? Ouais, ma grossesse, elle vient changer pas mal les choses en fait. Je peux le raconter un peu parce qu'en fait, c'est quand même complètement imbriqué en fait à ce moment-là de ma vie. J'étais dans une espèce d'ambivalence où je voulais un 3e enfant, je décalais un peu ce projet, mais sauf qu'en fait, une grossesse, c'était inenvisageable dans cette situation. C'était quand même une situation très très dure. Et d'un autre côté, c'est là où il y avait une ambivalence. C'était impensable pour moi de renoncer à un projet perso pour une déconfiture pro qui n'était pas de mon fait et que je subissais en fait. Donc j'étais un peu coincée entre deux. Pour être transparente, j'ai eu 2 premières grossesses qui étaient très difficiles sur le premier trimestre. J'ai été arrêtée. Et finalement, ce passif, il pèse aussi sur ma réflexion. Sur ta décision, ouais, tu te dis que si c'est le cas pour la 3e grossesse, ça va venir impacter encore plus durement. Ouais, surtout que c'est une complication psychiatrique de la grossesse. Je peux en parler, j'ai pas de problème à en parler. C'est ce qu'on appelle une dépression prénatale. Alors c'est une parenthèse, mais nos auditeurs étant des vétérinaires, je peux expliquer un petit peu parce que c'est un truc qui est assez tabou, qui est assez fréquent, dont on parle très peu. On commence un peu à parler de la dépression du postpartum, mais postpartum, c'est déjà un sujet qui commence à faire son être un peu détabolisé. Mais c'est vrai que le prénatal, c'est un sujet qui est rarement abordé. Rarement abordé. Pourtant, on est presque au même niveau de chiffres. De prévalence. Ouais, de prévalence. Tout à fait. Et le mécanisme d'action, il commence à être un petit peu connu. Le contexte hormonal de la grossesse va être vécu par le corps en fait comme un processus inflammatoire. Donc, il va y avoir une consommation excessive de tryptophane pour la création de cytokines, interleukines, tout ce que tu veux. Sauf que le tryptophane, c'est un des précurseurs de la sérotonine. Donc en fait, il y a une espèce de déviation du tryptophane au profit de l'inflammation et au détriment de la sérotonine. Et du coup, tu te retrouves avec une baisse de sérotonine dans le cerveau. Qui dit baisse de sérotonine dans le cerveau dit dépression. Donc je savais que une grossesse dans ce contexte, parce que moi j'ai plus de cerveau au premier trimestre, c'est ce qui s'était passé les 2 premières fois. La 2e fois, j'ai été arrêtée plus de 3 mois. C'est un sujet, si ça intéresse les auditeurs, j'en ai parlé dans les maternelles. Oui. Ouais, de cette dépression. On mettra dans les liens. Je sais pas si c'est encore en ligne, mais à mon avis, souvent il y a accès au replay. Donc, au replay, peut-être qu'il est plus en ligne, mais en tout cas, peut-être il était en podcast. Et après, moi, on peut le trouver sur ma page LinkedIn. Je l'avais partagé. Et d'ailleurs, je digresse un peu, pardon, mais en fait, ça rejoint complètement le sujet de la vente parce que ce truc dans la maison des maternelles où il me propose de faire ça tombe à ce moment-là, si tu veux. Mais d'ailleurs, c'est d'ailleurs même un hasard que je sois enceinte du 3e parce qu'en fait, c'est une copine qui m'avait forwardé le truc de 3 ans ou 4 ans avant. Oui, donc c'est un hasard total que je sois invitée sur ce plateau et c'est en plein dans la vente en fait. Et là pour le coup autant j'ai
aucun problème avec les sujets de santé mentale. Je suis très décomplexée de ça. Je peux en parler facilement parce que pour moi, c'est juste un sujet de santé comme un autre. Autant là, je suis en plein dans la rencontre des repreneurs. Et c'est la première fois de ma vie où je me dis, là, est-ce que c'est une bonne idée? T'es enceinte, tu fais des dépressions prénatales. Alors c'était quand même, j'avais passé, quand je suis passée sur le plateau, j'avais passé la phase à risque. Mais en gros, c'est un rachat compliqué avec une femme enceinte, une fondatrice enceinte, et en plus qui fait des dépressions. Est-ce que vraiment c'est la bonne image? Et en fait, j'ai longuement réfléchi et je me suis dit que c'était quand même constitutif de moi de pas avoir ce type de problème, d'en parler, et qu'en fait fallait le faire, tu vois. Donc je l'ai fait quand même. Mais j'ai eu un petit moment de vraiment doute. de doute, de me dire mais là est-ce que t'es pas en train de faire une grosse bêtise, voilà. Donc faire la parenthèse, la digression, je reprends où j'en étais. Donc à ce moment-là, je suis dans une ambivalence quant à cette éventuelle troisième grossesse. J'oscille sans arrêt entre je le fais pas. Alors évidemment, on est deux dans la réflexion et mon mari finalement trouve que c'est peut-être déraisonnable et il a peur que ça tourne mal. Et un jour, on en parle à une amie qui se reconnaîtra d'ailleurs si elle écoute, et elle me dit oui, de toute façon professionnellement c'est jamais le bon moment. Alors c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais moi je monte un peu sur mes grands chevaux, je lui rétorque oui non mais d'accord c'est pas le bon moment, mais il y a des moments dans la vie où il y a vraiment des mauvais moments et il faut pas le faire. Et là en l'occurrence on est vraiment sur un très mauvais moment. Et en fait cette réflexion j'y repense les jours suivants et ça fait son chemin dans ma tête. Et je finis par avoir une intuition assez forte, qui peut d'ailleurs paraître très contre-intuitive, mais que les deux seraient susceptibles de s'équilibrer. C'est-à-dire que la grossesse m'obligerait à ne pas me mettre dans le rouge en pro, parce que je garde les pieds sur terre et j'ai quand même le sens des priorités, et que le travail, de l'autre côté, m'obligerait à rester focus sur quelque chose et donc m'obligerait à me décentrer de l'état de grossesse que je vis mal. Je me dis en quelque sorte que les deux vont s'annuler, que moins par moins en fait ça fait plus. Alors bon, c'est quand même un pari risqué, je le sais, mais en fait je m'engage dans ce projet très confiante en réalité, et je pense que c'est grâce à cette confiance que j'arrive à convaincre mon mari, qui sait que je suis pas toujours raisonnable, mais qui trouve que mon raisonnement tient quand même la route. Alors évidemment, on ne prend pas de risque sur cette grossesse, on y va sans jouer. Je suis extrêmement suivie tout ce premier trimestre. Il y a la mise en place d'un traitement préventif avec un régime alimentaire anti-inflammatoire, de l'activité physique, une bonne gestion du sommeil, etc. Et d'ailleurs, s'il y a des auditrices qui sont dans ce cas de figure, que ça intéresse, surtout qu'elles hésitent pas à me contacter sur LinkedIn. Moi, j'ai tellement souffert de cette situation que je serais ravie de les aider. Et aujourd'hui, voilà, même les médecins sont pas hyper renseignés sur cette pathologie et l'état des connaissances est quand même encore assez sommaire. Même le mécanisme d'action que je décrivais tout à l'heure, c'est encore très hypothétique. Mais en tout cas, il y a des choses qu'on peut mettre en place en préventif ou même en traitement hygiénique quand on est dans cette situation et qui peuvent aider. Donc surtout, vraiment, n'hésitez pas, je serais ravie d'aider. Voilà. Et en fait, finalement, cette grossesse, elle arrive pas à un si mauvais moment. Parce que c'est un moment où, en fait, j'ai des tâches quotidiennes très, très répétitives. En fait, je passe mon temps à boucher des trous. J'ai plus de tâches intellectuelles. Or, un de mes problèmes pendant ce premier trimestre de grossesse, c'est que j'ai une baisse très importante de l'acuité intellectuelle qui est assez anxiogène et qui en rajoute à mon état dépressif. Donc là, c'est plus le cas. Donc, ce sont des tâches que j'ai aucun mal à faire. Je suis aussi en full télétravail parce qu'à un moment, à cause de la situation de l'entreprise, on n'aura même plus de bureau. Donc en fait, je peux tout à fait aménager du temps pour faire une sieste, pour gérer mon sommeil. Donc en fait, c'est quand même le bon moment. Et d'ailleurs, rétrospectivement, je me dis que c'est mieux de l'avoir fait à ce moment-là que en arrivant chez le repreneur et en leur annonçant quelques mois après qu'en fait j'allais devoir m'absenter parce que j'étais enceinte. Donc oui, en fait, ça donne raison à mon ami. De toute façon, c'est jamais le bon moment. Il faut le faire quand on le sent en fait et quand on a envie de le faire. Et donc finalement, je n'aurais aucun symptôme de dépression prénatale. Alors j'ai eu plein d'autres symptômes, je rassure tout le monde, mais en tout cas pas celui-là. Donc on en est là, la décision est prise, je tombe enceinte, très vite d'ailleurs, et on avance comme ça. Je mets officiellement Themavette en vente et je gère ce quotidien en mode dégradé, ça
C'était ta question de dire comment je gère. Ce qui est le plus dur à gérer à ce moment-là, c'est de traiter en parallèle des dizaines de scénarios d'exit. Donc, c'est obligé de prendre un avocat parce qu'en fait, tu reprends tous tes contrats, tu as un droit de préemption. Est-ce que toi tu rachètes? Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'étudiais aussi des solutions conjointes avec Léa parce qu'elle avait son job board. Elle n'était pas du tout dans la même situation que moi, mais elle avait son job board dans l'entreprise et qu'on avait envie de continuer à travailler ensemble. Et oui, en fait, il faut évaluer tous les scénarios. Ouais, et ça, c'est très inconfortable. Chiffrer, faire des simulations et du coup... Et vérifier les points de droit, tu vois. Évidemment, qui sont très différents en fonction de chaque scénario envisagé. envisagé. À interprétation. Oui, en plus. Voilà. Et pourtant, j'ai une mère magistrat, beaucoup de personnes dans le droit, mais je sais pas, ça, je l'avais pas complètement en tête, parce qu'en fait, toi, tu te dis, il y a un texte, tu l'appliques, mais pas du tout, ça ne marche pas du tout comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont soumises à interprétation. Et du coup, tu as un paramètre nouveau toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et donc, tu fermes des options, tu en ouvres des nouvelles. Et ça, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est une instabilité majeure. Pour moi, à ce moment-là, ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. La partie recherche de repreneur, elle est un peu moins compliquée parce que du coup, ça fait quand même partie des scénarios les plus probants. Voilà, exactement. Donc là, tu contactes la terre entière, tu fais jouer ton réseau. Et puis finalement, la procédure collective avançant, il y a des sociétés Finergie qui vont être mises en vente. Et du coup, ça fait du bruit, il commence à y avoir des relais presse généralistes là-dessus. Et il y a de l'entrant qui arrive. Avant, on était vraiment, c'était à moi d'aller chercher. Là, il y a de l'entrant qui arrive. Donc, je commence à rencontrer des gens, des repreneurs potentiels. J'arrive enceinte jusqu'au cou, puis ça se voit. Sur un 3e, ça se voit très tôt. Je t'avoue que j'emmène pas large. Oui, en termes de négociation, j'imagine que c'est pas j'emmène pas large. La facilité. Je le présente comme une contrainte supplémentaire à gérer. C'est accueilli un peu de cette manière-là parce qu'en fait, finalement, tu vois des DG, des PDG, enfin, c'est que du top management. Donc, en fait, c'est des interlocuteurs qui sont très habitués à gérer de la contrainte. Donc, finalement, ça se passe beaucoup mieux que ce que je pensais. Et puis, j'essaie d'arriver un peu avec des solutions. Moi, j'arrive avec une équipe complètement autonome. Vous êtes toutes hyper autonomes. Et puis, je propose d'emblée Léa pour me remplacer. Voilà, pour me remplacer parce que je sais que en gros, je sais que je peux filer les clés de l'entreprise à toute l'équipe et que ça va bien se passer. Donc j'essaie d'arriver un petit peu avec une solution clé en main pour que ça ne les effraie pas. Un petit peu. Sauf que l'inconvénient, c'est que j'ai très peu de temps. Parce que la maison mère est en train de sombrer, le bateau est en train de sombrer. Et j'ai 5 personnes, enfin 5 entreprises intéressées. Et là, je me mets un peu dans un truc où, tu sais, on a tendance à être un peu, je sais pas, contrôle fric rationnel. Enfin, j'ai besoin d'avoir des comparatifs, de comparer ces 5 potentielles offres. De les évaluer, mais de manière rationnelle, tu vois. De chercher celle qui va correspondre le mieux complètement à tes attentes. Et là, il y a une belle rencontre de Veto Micro qui va venir beaucoup m'aider. C'est Alexandra Briand-Marchal, que je connaissais pas, que j'ai interviewé. Donc c'est l'épisode 92. Et en fait, elle a vécu pareil, c'est pas similaire, mais il y a des grandes similitudes. Donc je réécoute son épisode. Et puis elle est coach maintenant pour les dirigeants. Souvent d'ailleurs d'entreprise. Je réécoute son épisode qui me fait un bien fou et puis je la rappelle en fait et elle va vachement m'aider, elle va être d'un soutien infaillible pendant plusieurs mois et à un moment elle va me dire mais en fait là t'es en train de t'épuiser parce que une vente où il y a 5 repreneurs potentiels c'est 1 an de travail à quasi temps plein. Et tu les as pas. T'as 1 mois. Donc en fait juste pas possible en fait, donc arrête, ça ne sert à rien ce que t'es en train de faire, faut que tu te fies à ton intuition. Et là, tu fais ok, faut que je me fie à mon intuition. Bon, très bien, mais je suis son conseil parce que je vois bien que je vais nulle part et que je m'épuise et que je suis enceinte et que j'ai pas le luxe de pouvoir m'épuiser. Et c'est là où je choisis One Health. Ce qui me convainc plus, c'est que je me retrouve avec des interlocuteurs hyper réactifs, notamment un interlocuteur qui est hyper réactif, qui descend dans les sujets, qui répond. Et puis bon, ils sont structurés One Health, donc il y a un groupe au-dessus qui s'appelle Europa Group, où ils ont quelqu'un qui fait de la M&A, de la fusion-acquisition. Donc en fait, il y a un interlocuteur vraiment sur ces sujets-là. C'est une boîte d'entrepreneurs, ça me convainc énormément. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un agrégat d'entrepreneurs
entrepreneurs, donc on est vraiment dans une dynamique, une réflexion, une manière d'envisager les choses qui est très différente de ce qu'il peut y avoir par ailleurs. Et bon, ça donnera raison à l'intuition de départ, puisque aujourd'hui même j'ai une interprétation de me dire que je pense qu'aucun des 4 autres repreneurs aurait pu nous reprendre dans la situation d'urgence où on s'est retrouvés sur la fin. Mais ça, à l'instant T, je le sais pas. Et avec la facilité, entre guillemets, avec laquelle ils y ont mis les moyens. Et tous les moyens, les moyens humains, les moyens financiers, les avocats qu'il fallait, etc. Donc aujourd'hui, je suis persuadée que si j'avais choisi un autre, la vente se serait pas closée, en fait. J'en suis assez convaincue. Ouais. C'était une belle solution. Mais ce que je sais pas à ce moment-là, c'est que le pire reste à venir, en fait. C'est que là, j'ai l'impression d'être déjà au creux de la vague, mais en fait, on n'y est pas du tout au creux de la vague. On n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore parce que il va y avoir un jeu de domino. Les sociétés en redressement judiciaire, elles vont passer en liquidation judiciaire, les unes après les autres. Donc là, on rentre dans une période où en fait, tous les mercredis, on est pendu à la décision du juge du tribunal de commerce. Parfois on a un sursis, parfois on n'en a pas. Et quand la décision tombe, la décision tombe. Et là, les gens se lèvent et prennent leurs affaires et s'en vont. Est-ce que tu disais, c'est un peu un jeu de vitesse parce que finalement le process de vente, il est en cours, mais que la longueur du process, elle est influencée aussi par tout ce qui se passe dans la société mère. Il y a un temps judiciaire. Et le temps judiciaire, du coup, va impacter grandement la phase de vente. Et je vous le donne en mille, le temps judiciaire, c'est pas le temps d'une entreprise. C'est complètement même décalage. Une grosse entreprise. Mais bien sûr. Donc beaucoup y a d'inertie. Complètement. Et puis il y a rien qui est aligné en fait. Et les salariés partent les uns après les autres et on perd de plus en plus de fonctions support. Ce qui va nous sauver, c'est qu'en fait, dans cette équipe est mixte. Il y a des salariés et il y a des indépendantes, il y a des prestats. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Et quand on perd des fonctions support, on va réintégrer on va se distribuer les tâches en fait. Bien sûr. Les unes les autres au sein de l'équipe. Et là, il y a une espèce de truc d'entraide et de cohésion de malade dans cette équipe qui se met en place. Enfin, tu t'en souviens ? Très bien. Je sais pas si c'est lié, tu vois, à cette. Je me suis beaucoup posé la question si c'était notre culture vétérinaire, tu vois, qui faisait ça. Tu sais, on a une culture de l'entraide. Oui, j'ai l'impression aussi quand même que ça joue parce que déjà, on doit être un peu sur la même longueur d'onde et sur le même mode de réflexion, parce qu'on a été quand même assez sélectionné et formaté par un système de réflexion. Et je pense que le fait de le partager, d'aller assez vite dans certaines prises de décision ou de voir les opportunités, les menaces rapidement, et ensuite d'être capable de réfléchir. Et puis c'est surtout, même s'il y a de l'entraide, ce qui est le plus important, je pense, et c'est là où c'est important d'avoir quelqu'un comme toi à la tête, c'est d'avoir de la prise de décision. Parce que comme tu disais, c'est ce qui a manqué parfois dans la société mère, et dans le process de liquidation judiciaire, c'est que c'est bien de discuter, de réfléchir, d'évaluer, mais au bout d'un moment, il faut quelqu'un qui décide. Oui. Donc c'est important d'avoir une équipe soudée, certes, mais c'est aussi important d'avoir quelqu'un qui sait où il va, ou en tout cas qui prend les décisions, parce qu'à un moment, il faut que ça avance. Oui, c'est probablement un tout. C'est un et mix. D'ailleurs, il n'y a pas que des vétos dans l'équipe. Tu vois, je pense à Stéphanie qui a été là, qui est quand même très proche du milieu vétérinaire. Marie et frère veto, oui. Donc elle comprend bien. Mais bon, Léa qui est pas du tout veto, mais il y a eu cette espèce de solidarité entre nous qui a fait que. Mais à ce moment-là, d'ailleurs, les clients n'ont jamais rien vu, mais à ce moment-là, les clients ne voient rien. C'est-à-dire que nous, on a quand même réduit la voilure, mis en place un certain nombre de choses parce qu'on peut plus assurer le quotidien. Mais pour l'instant, personne ne voit rien. Et puis, on voit arriver de plus en plus la liquidation de la société mère. Il faut sauver tout ce qu'on peut. Et c'est là où tu disais c'est un jeu de vitesse. Là, on rentre carrément dans une course contre la montre. Il faut sauver tes abonnés, tous tes anciens numéros de print, tous tes accès à tes logiciels, tous tes documents de travail. Et les bases de données, les documents de travail, les documents partagés. Ouais. Parce que ça, c'est la valeur de ta société que tu es en train de vendre et qu'il faut que tout ça arrive intact chez One Health, chez le repreneur en fait. Donc, il faut aussi passer tous les outils sur sa carte bancaire. On en revient au problème du podcast. Au chat, par exemple, il fallait faire un transfert de société. Donc, eux, ils demandent que l'admin du compte fasse ça. Eux, ils te font ça en 1h30. Ils ont un super service client. Mais par contre, en fait, on se retrouve dans une situation ubuesque en interne parce que toute décision dans ces dernières semaines est soumise à la validation d'une seule et même personne qui est débordée
Et qui donc n'a pas la réactivité et puis nécessaire qui connaît pas ton métier, qui sait en plus. pas ce que c'est qu'un diffuseur podcast, en Mm. fait. Donc, j'ai mis genre ça, je crois que ça a été fait quelques jours avant, j'ai mis 3 semaines à obtenir l'autorisation de faire migrer, et je voyais le moment où on n'allait pas pouvoir le faire et où on allait réuploader. On était à 100 épisodes, je me rappelle, à peu près une centaine, où il fallait réuploader à la main, 3 jours de taf, en fait. Mm. Donc, c'était que ça, que de la gestion quotidienne de trucs comme ça. Et je repense à une anecdote de mon avocate où, en fait, où quand elle est arrivée dans la boucle un peu avant, là, on était encore dans une situation, enfin, c'était un peu moins compliqué, mais elle avait l'habitude des procédures collectives, et elle me dit, tu sais, Marine, là, il faut vraiment te dire qu'on rentre dans quelque chose qui n'est plus rationnel. Le bon sens n'existe plus. Et moi, dans ma tête, je me dis, je prends acte, tu vois, mais je me rends pas compte de ce qu'elle veut dire. Et en fait, après, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que là, ça n'a plus ni queue ni tête. Mais vraiment ni queue ni tête. Et c'est là où tu te rends compte, donc tu essayes de tout sauver, qu'il va y avoir 2 types de réactions. Les salariés un peu hébétés, qui baissent les bras, ils voient que là, bon, ils vont devoir partir, et qui t'aident pas, et qui ne te répondent pas, ou te disent il faut passer par le process de validation. Oui, parce Et- qu'ils savent que c'est inéluctable, donc dans tous les cas, ils veulent Ouais, et plus investir oui, outre je mesure, sais, quoi. oui, et je leur jette pas la pierre. Non, hein, bien sûr, c'est une forme de Voilà. défense aussi, parce Qui, que toi, de l'autre ça a côté, été ça violent. te fait péter un câble, hein, parce qu'en fait, juste toi, t'essaies de sauver ton équipe, et c'était ton entreprise, il y a 10 ans de ta vie qui sont en train de s'effondrer. Et de l'autre côté, t'as ceux qui, jusqu'à la dernière seconde, vont t'aider à sauver des trucs en disant les process c'est bien, mais juste moi mon emploi il sera pas sauvé, mais pour que ceux des autres soient sauvés, en fait je vais aider. Et on en a eu, mais et on a sauvé un max de trucs. Franchement. Et tu sais aussi que tu sauveras pas tout. Je pense que on a sauvé 95% de ce qu'il y avait de ce qu'il y avait à sauver, en fait, dans cette course contre la montre. Et grâce à Léa aussi, parce qu'en fait à ce moment-là je commence à être très enceinte, très fatiguée, je suis arrêtée pour menace d'accouchement prématuré parce que j'ai des contractions. Forcément ça me tire dessus, on va pas se mentir. C'est certain. Et à ce moment-là, je rappelle Léa, qui est toujours fidèle au poste, qui alors en plus elle est consultante, donc elle bosse pour une autre entreprise, mais elle revient à ce moment-là. Et comme elle était product owner, elle a une vision technique, elle va sauver plein de trucs que moi j'avais des petits trucs que j'avais pas anticipé parce que je les avais pas dans mon scope, tu vois, des trucs un peu techniques qui sont pas dans ma compétence première, mais qui sont nécessaires. Oui, et pour comme bien en plus repartir. Elle a une super relation avec les développeurs, avec toute la partie plutôt DSI. Ils vont le faire pour elle parce qu'ils ont bien travaillé ensemble pendant 1 an et qu'ils l'aiment bien, en fait. Donc, ils vont sauver un max de trucs, en fait, à ce moment-là, en fait. Ce qui est déjà bien. Donc, finalement, même si toi, ça t'a paru un petit peu long, je pense qu'à l'échelle de la grossesse, on se rend compte que c'est quand même un process qui a été rapide et condensé, même si quand on est dedans, on a l'impression d'être submergé de temps en temps, en tout cas par des grosses vagues. À quel moment a lieu la vente définitive? Alors, c'est pas alors, avant la vente, il y a la liquidation de la mère, en fait. D'accord, donc elle finit par arriver, en fait, ce que tu craignais. Voilà. Là, on largue les amarres. C'est réalisé. Donc là, vous êtes un peu en mode c'est l'étape canot de sauvetage. ultime. Ah, mais c'est exactement cette image-là. C'est-à-dire que le paquebot coule. On est sur le canot de sauvetage. Et là, on largue tout ce qui nous relie à la société mère. Et là, t'as plus de compta. T'as plus de développeurs. Donc, quand je dis t'as plus de compta, tu factures à la... Enfin, il y a des trucs qu'on a facturé à la main. Bien sûr. T'as plus de développeurs. Mais le pire, c'est que t'as plus de salariés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Manuelle, rédactrice en chef, Maëva, chef de publicité, elles étaient hébergées sur la mer. Et malgré mes demandes répétées de faire transférer ces salariés sur Thémavet, sur mon entité, parce que ces procédures se font comme elles se font et que t'as pas de bande passante, ben ça n'a jamais été fait. Et j'ai pataugé dans la semoule pendant des mois. J'ai demandé ça 10 fois. Donc là, du jour au lendemain, ils ont plus de contrat. Et là, on n'est plus en mode dégradé. Là, c'est du mode vraiment survie, vraiment. Bah, elle rame, mais bénévolement, quoi. Dans le canot de sauvetage. Ouais, parce qu'en fait, ce que tu dis là, c'est que Manu, elle est restée sans contrat entre deux, entre Théma et One Else. Donc oui, d'où l'importance de cette équipe et de la cohésion d'équipe. Mais au-delà de ça, au moment où il y a le largage des amarres, je me rappelle très bien que la DSI lance les migrations Outlook des boîtes mail parce qu'en fait, il faut que chacun récupère le lead sur ces systèmes, sur ces sujets. Et en fait, ils lancent la migration. Ils partent au milieu d'une migration de boîte mail, quoi. Et on se retrouve
à devoir gérer une migration qu'on va mettre 7 jours à gérer et c'est quelques jours avant la vac. Youhou, tu vois, donc un truc de dingue. Et j'ai ce souvenir du lendemain de ça, du jour 1, tu vois, c'était quelques jours avant la vac, et de ce calme où t'es un peu dans l'œil du cyclone, où tu te retrouves, on était livrés à nous-mêmes, mais on est toujours là, les clients n'ont toujours rien vu, ça dépend plus que de nous, et en fait, c'est paradoxalement, c'est presque plus C'est presque confortable. rassurant, Ouais, parce que quand ça dépend plus que de toi, tu sais que ça va te demander beaucoup ouais, d'efforts, mais au moins, tu as complètement. l'impression de garder le Et contrôle. même, j'irais même plus loin. J'ai eu un sentiment d'empowerment à ce moment-là. Vraiment, tu vois, de reprise de contrôle sur la situation. Alors, faut le dire vite, parce que le quotidien était pas dingue. Mais à ce moment-là, j'ai un regain d'énergie. Je commence à entrevoir le bout du tunnel et je me dis, ouais, ce cauchemar-là, il est presque fini. Et on part à la vac. Alors là, c'est lunaire, hein. Comme si de rien n'était. C'est la période où on rentre tous nos contrats annonceurs pour l'année. Bien Donc, sûr, si on loupe en ce avance, moment-là, donc oui, forcément, ça bah, va conditionner les chiffres de l'année qui arrive. complètement. Maëva et Manu, elles viennent à la vac. Et donc là, on fait comme si de rien n'était. Et parallèlement, on gère la migration Outlook, qu'il faut tout débugger pour que ça marche. Donc c'est complètement stratosphérique. Et à ce moment-là, t'es hors cadre en fait. T'as plus d'actionnaire majoritaire, t'as plus de fonction support, t'as plus de cadre juridique, t'as des personnes qui sont sans contrat, t'es un espèce d'entre-deux. Et les tractations avec One Health ne sont pas terminées. Eh ben non, parce qu'en fait, il y a des subtilités de procédure qu'il faut comprendre. Tu vois, c'est un truc de notre génération et de Astérix et Obélix, la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Hercule. Tu vois ce truc. Et ben le vraiment, formulaire 2B. Non mais grave, on le mettra dans les commentaires. Je suis sûre qu'on peut retrouver ce truc sur YouTube. Et ben c'est ça. Ouais. T'es là-dedans et c'est des allers-retours incessants avec la personne qui gère la vente et le repreneur, avec les divers avocats des parties prenantes. Et tu as des avocats spécialisés sur différents domaines, donc les marques, parce que les marques, elles étaient hébergées dans la mer. Le droit du numérique, c'est hyper compliqué parce qu'il y a une solution qui est mutualisée, mais pas complètement, une histoire de socle. Enfin, je vous passe les détails, ça n'a aucun intérêt, mais voilà. Les procédures collectives, des avocats en droit des sociétés. Donc là, je passe ma vie avec des avocats. J'adore les avocats. J'ai plein d'avocats dans ma famille. Mais il y a quand même un gap entre le cerveau d'un entrepreneur et le cerveau d'un avocat. L'avocat, il est là pour il est là pour dérisquer, l'entrepreneur pour prendre des risques. Donc en fait, il y a quand même une espèce de conflits quand même. Ouais, il y a un petit décalage et puis c'est compliqué parce que tu essaies de comprendre un milliard de trucs. On a un contexte qui est lourd, particulièrement sur les plans judiciaires et social. Il y a beaucoup de salariés qui sont sur le carreau. Il y a de l'argent public qui est en jeu parce qu'il y a eu un PGE, un prêt garanti par l'État post-Covid. On est clairement sur un dossier sensible. Un dossier qui est compliqué et qui pourrait faire échouer la vente. Faut pas se mentir, jusqu'à la dernière minute. Dans tout ça, faut gérer de l'humain, le fameux PFH, le putain de facteur humain dont on parle souvent dans ce podcast. Faut gérer des égos, des caractères, des personnalités. Il y a un jeu de dupes et de manipulation qui se met en place aussi parce qu'il y a des gros enjeux financiers et judiciaires. Tout ça, c'est très loin de mon logiciel. Moi, je suis à un moment aussi de ma vie où je suis dans une forme de vulnérabilité parce qu'enceinte. Donc tout ça, c'est quand même très compliqué. Je sais à un moment qu'il faut pas que je me mette dans le rouge et que cette grossesse c'est quand même une priorité. J'ai un minimum un sens des priorités, mais je vais quand même finir à la fin hospitalisée pour une déchirure musculaire parce que je suis quand même au bout de ma vie. J'ai des contractions. Léa, elle me reprend en avance du coup, donc on arrive à gérer cette partie-là. Et finalement, je vais partir en congé mat, un peu anticipé. Avant le closing de la vente, ce qui est pas du tout ce qui devait se passer. On pensait qu'on avait une marge de 2 mois au moins, tu vois. Donc, oui, c'est sûr, mais en même temps, je pense que si toi, t'avais pas envie, ton corps c'est ça. A répondu avant. Et contre toute attente, je déconnecte en 2 jours, je crois. C'est ce qui est fou, ça paraît fou, mais je crois que quand t'arrives un peu à un moment, tu déconnectes. Et en plus, je sais que tout est entre de bonnes mains. Beaucoup de confiance aussi dans la personne complètement. Qui va... Léa, mais pas que Léa, toute l'équipe. Je sais que tout le monde sait ce qu'il a à faire. One Health. Je sais que tout le monde va on va closer. Maintenant, il y a un moment où tu te dis, t'as des doutes. Et en fait, à un moment, tu sais que tu vas closer. Léa, elle va se taper de gérer le cut-off, ce qui est un peu l'enfer. En fait, c'est la date de répartition des éléments comptables financiers entre le vendeur et l'acquéreur. Avant le cut-off, toutes les recettes,
elles sont pour le vendeur, après c'est Mhm. pour l'acquéreur. Donc ça, c'est un énorme boulot. Elle va gérer toute l'intégration, nous raccrocher à une nouvelle entité. Donc, faut qu'on s'intègre dans les process. Donc, c'est quand même un gros boulot Puis c'est particulier parce qu'elle doit gérer une nouvelle intégration d'une équipe qui n'est pas la sienne. qui n'est pas la sienne. Ouais, Non, mais complètement. Même si tu l'as beaucoup anticipé et que tu as prévu les choses, c'est pas pareil dans l'opérationnel d'intégrer complètement, une équipe avec qui, complètement. même si tu la connais très bien, avec laquelle tu travailles très bien, c'est pas pareil quand c'est pas ton équipe. Elle a Mais relevé fait un job incroyable. Ouais, elle a relevé un sacré challenge. Quand je suis revenue de congé mat, elle m'a dit, je suis quand même contente que tu reviennes. Parce que je pense que C'était pas la seule. c'était c'était dur, mais en tout cas tout le monde l'a fait. Moi, elle était mon interlocutrice privilégiée, c'est-à-dire qu'en fait je l'avais tous les lundis. Elle me taisait une partie des problèmes, enfin tout ce qu'elle pouvait résoudre toute seule, voilà. Donc moi, ça m'a permis aussi franchement j'ai pris 3 mois et demi de congé mat assez serein. Et puis à un moment, en fait, on arrive en mars, tu vois, je me rappelle même pas de la date parce que je crois que j'ai fait un espèce de blackout, tu vois. Et au moment où on close, où rien ne nous sera épargné jusqu'à la dernière minute, puisque le dernier retournement de situation, il y en a eu 15 000, mais le dernier, c'est qu'on apprend que la ville de Metz, puisque le siège de Thémavet était à Metz, puisque c'était le siège de Théma, il y a un droit de préemption de la ville de Metz sur les fonds de commerce, qui a été mis en place, en fait, pour sauver les commerces de centre-ville, les commerces, un si peu tu veux. comme on peut l'avoir sur des terrains agricoles. Voilà. Là, sur les Mais entreprises. sauf que là, la blague, 2 mois de délai. 2 mois. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils sont pas intéressés par le type d'entreprise de Thémavet, évidemment, ça n'a pas été mis en place pour ça. Mais c'est légal. Et du coup, mais surtout qu'ils ne remplissent pas le CERFA. Ils attendent le délai de 2 mois et puis ça se fait tout seul, puisque s'ils ne remplissent pas le CERFA disant qu'ils préemptent, voilà, ça se fait tout seul. Donc là, autant te dire que 2 mois, mais j'ai cru que, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'il a fallu trouver des contacts auprès de la mairie de Metz. Heureusement, Léa vient de Metz. Donc, on a, pour enfin, la signature jusqu'à la dernière minute. Et en fait, quand on signe, déjà, je suis toute seule chez moi en congé mat. Et en fait, j'ai même pas de joie. C'est un espèce de soulagement. Oui, c'est déjà important. Mais il y a zéro joie, zéro enthousiasme. T'arrives pas à te réjouir, c'est impossible. C'est trop tôt. Impossible. Vraiment. Alors, c'est vrai qu'avec ton cerveau d'entrepreneur, j'imagine que tu vois quand même tout le temps les opportunités et que tu t'es dit que quand on change pour mieux. À ton avis, ou en tout cas avec le petit recul que tu as aujourd'hui, quels sont les avantages d'avoir intégré un gros groupe comme One Health ? Les avantages, finalement, ce sont les mêmes que tout ce qui avait fait qu'on avait décidé de s'associer avec Théma au départ. C'est-à-dire que tu t'adosses à un groupe qui a des moyens, qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre d'aller chercher de la croissance, de développer des projets digitaux, etc. Ce qui était sur le papier, les mêmes avantages avec Théma, mais ce qui n'a pas été le cas finalement pour tout un tas de raisons. Mais c'est ça, l'avantage chez One Health, c'est que c'est une entreprise qui aujourd'hui a des moyens, déploie des moyens pour qu'on aille chercher de la croissance, pour qu'on développe des nouveaux projets. Donc aujourd'hui, on a retrouvé une dynamique très très intéressante, quoi. Sur tous les médias, le print comme le digital. Oui, il y a beaucoup de print chez One Health, puisqu'il y a la semaine vétérinaire, le point vétérinaire, MCA, l'essentiel, voilà, tout à fait. Donc il y a une dynamique en print et il y a évidemment dans le cadre de la digitalisation de la presse, dont on a parlé tout à l'heure, plein de projets digitaux. Super. Alors, comme tu l'as un petit peu expliqué en début d'épisode, finalement, VetoJob n'avait pas été vendu. Il avait juste changé de nom dans un souci de cohérence et d'appartenance à l'entité de presse à laquelle il était adossé. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, plus de 12 ans après de sa sortie? Que va devenir Thémavet Job / VetoJob dans l'intégration à One Health? On va pas garder le terme Théma de Thémavet, évidemment, puisque c'est chargé d'une histoire qui est pas celle qu'on a envie de raconter. Voilà. Et puis pour tout un tas d'autres raisons, finalement, toute la partie média, elle est en train de s'intégrer à tous les projets éditoriaux
Donc ça va s'intégrer Du progressivement. groupe? Moi, j'accompagne voilà jusqu'à la fin de l'année 2026 l'arrivée de ces médias au sein des autres médias du groupe et tous les projets de refonte éditoriale qui sont en cours. Et toute la partie job board. Aujourd'hui, moi, j'ai changé de poste en arrivant chez One Health, c'est-à-dire que je suis responsable de la business unit job board, mais en transversal, c'est-à-dire en dentaire, pharmacie, donc du médical transverse et Veto. Donc Veto Job qui va se réappeler Veto Job. Spoiler alert. Retour aux origines. Oui, on va faire un retour aux origines puisque la notoriété de la marque est toujours présente. Donc voilà, va réintégrer finalement ma BU et moi je vais vraiment travailler sur les sites emploi, tous les contenus associés à ces sites emploi. Donc voilà, vraiment un nouveau poste, un nouveau challenge pour moi de ce côté-là. Et du coup, est-ce qu'il y a des évolutions qui sont prévues de Veto Job pour répondre à ces nouveaux enjeux? Bien sûr, surtout sur la partie Veto Job, on a été un moment sur un marché très pénurique avec un déséquilibre entre l'offre et la demande. Là, ça s'améliore petit à petit, ça va probablement beaucoup s'améliorer dans les 2 ans. Donc, on est en train de travailler à créer un site qui réponde de mieux en mieux à tous les besoins. Donc oui, là, dans l'année qui vient, il va de nouveau y avoir une migration, mais cette fois, ça se passera bien. On espère qu'elle sera à moyen risque ou à très faible risque. C'est ça, oui. On dira ça à Léa, qui s'occupe, qui du coup travaille toujours ici et qui est product owner sur cette partie-là. Donc, et qui adore l'immigration. Oui, parce que, en fait, mine de rien, le marché Veto, depuis un certain temps, est en demi-teinte. Un peu comme si les employeurs et les postulants, ils avaient du mal à trouver un terrain d'entente. Est-ce que tu as une analyse un petit peu de cette période actuelle qui pourrait éclairer cette difficulté d'équilibre, en tout cas, alors qu'il y a un nombre de places plus important, de vétérinaires qui sortent des écoles. Donc, on s'attendrait à avoir quand même un nombre de postulants suffisant. Et finalement, on a l'impression que ce marché de l'emploi, il est vraiment délicat ou en demi-teinte sur... Oui, pour l'instant, il est en demi-teinte, mais parce que je pense qu'on est en transition, c'est-à-dire que là, il y a quand même beaucoup d'écoles francophones à l'étranger, plus la nouvelle école privée où ça commence à sortir, mais on n'est pas encore au moment où le côté quantitatif, en tout cas, est en il train n'est pas encore là, mais oui, s'améliorer. Bien sûr. Par contre, je pense que d'ici 2 ans, va y avoir de gros changements. Puis bon, il y a toute la partie aussi structuration du marché par les corporates qui redessine aussi le paysage. Donc, on va avoir, à mon avis, dans les 2 à 5 ans, beaucoup de modifications. Mais bien malin, celui qui prédira exactement ce qui va se passer. Hein. Oui, parce que comme on l'a dit plusieurs fois, et certains à ce micro, il peut y avoir des considérations aussi, on en a parlé avec les générations Z, avec l'équilibre pro-perso, avec le numerus clausus. Voilà, toutes ces choses-là font que le marché est un peu délicat aujourd'hui. Et la féminisation. Et la féminisation qui a quand même été importante depuis longtemps. Mais quand on regarde l'histoire, en fait, des métiers qui se sont féminisés, ça va souvent de pair avec malheureusement une paupérisation de ces métiers. Donc il y a des scénarios différents sur les évolutions, mais il y a des scénarios plus pessimistes que d'autres, hein, et notamment de se dire si on a un peu plus de candidats que de recruteurs sur une profession féminisée, est-ce qu'on va pas en arriver à une dépréciation majeure des salaires? Oui, et là du coup c'est une vraie question de fond. Mais comme tu l'as dit, il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte que on a du mal à visualiser à long terme comment ça peut évoluer, et force est de constater que généralement on garde l'optimisme. Donc comme c'est de rigueur dans l'équipe, on va être aussi optimiste sur le marché de l'emploi vétérinaire. Ça sera très bien. Ça c'est bien. Bon, on a vu que tu avais tenu le cap malgré toutes les turbulences, et elles t'ont pas épargné. Est-ce que pour toi, tu vois cette intégration à One Health comme un aboutissement ou comme une étape? Oh, comme une étape. Ouais, comme une étape. C'est marrant, Sophie, elle m'avait fait la remarque quand on avait enregistré de me dire, en fait, t'as des cycles de 3 ans dans ta vie professionnelle. Ah, c'est drôle, j'allais te dire, où est-ce que tu te vois à peu près dans 5 ans? Donc tu vois, je saute 2 cycles. Et en fait, en vrai, c'est un peu ça, parce que là, du coup, je repars complètement sur un nouveau challenge. Donc c'est une étape, mais comme tout a été une étape jusqu'à présent dans ma vie professionnelle, et enfin, je pense que c'est quand même un peu pareil pour tout le monde. Je trouve qu'on est dans un monde quand même où c'est vachement dur de se dire qu'on est dans un aboutissement, qu'on est en routine, que ça changera jamais. Le monde, il va tellement vite. Non, mais pour ce projet-là, en tout cas, le fait d'avoir trouvé une certaine forme d'équilibre et d'avoir intégré un
un groupe. Alors tu disais que c'était les mêmes aspirations initiales dans le premier groupe de presse, mais que ça s'était pas concrétisé. Ouais. Ce qui est pas le cas avec One Health, en tout cas, puisque comme tu viens de le dire, entre les différents médias print, la digitalisation, etc., c'est quand même un groupe qui a une stabilité, qui est force de proposition, etc. Donc ça pourrait paraître un aboutissement, en tout cas pour les projets qui ont plus de 10 ans. Ça veut pas dire que tu n'auras pas de nouveaux projets. Ouais, Mais j'entends ce que tu veux dire. Non, cas. je vois ça comme une étape. Complètement, ouais. C'est comme top. une étape. Puis après, next step, une autre étape. Ouais, je vois ça comme ça. Vers l'infini et au-delà. C'est bien. Avec tous ces rebondissements, on a vu que il y a rien qui ne t'a réellement effrayé. Est-ce que quand même un peu, hein. Ça t'a effrayé, mais ça ouais. Il y a des jours, franchement, il y a vraiment des jours où je me levais le matin et je me disais, enfin, quand est-ce que tu acceptes de lâcher l'affaire, tu vois, d'arrêter? Alors en tout cas, il y a rien qui t'a fait lâcher l'affaire. Non, mais c'est l'équipe qui m'a pas mal tenue. Mais je me rappelle une fois où on n'avait plus de bureau, parce qu'à un moment on n'avait plus de bureau, donc Manu et Steph viennent à la maison pour travailler, en fait, pour faire une réunion d'équipe, et elle me voit. Je pense que j'étais en larmes parce qu'il y avait vraiment des soirs où c'était abominable, hein. Et j'ouvre la porte, elle me voit enceinte jusqu'au cou, et je me rappelle qu'elle me dit en fait, tiens pas pour nous, quoi. Fais ce qui est bon pour toi. Si tu lâches l'affaire, c'est pas grave, en fait, on t'en voudra pas. Ce qui m'a beaucoup touchée sur le coup, et ce qui m'a fait me dire, mais je lâcherai pas l'affaire, les filles. Jamais de la vie. Surtout si vous me dites ça, en fait, c'est pas possible. Mais quand tu dis ça m'a pas effrayée, j'étais pas loin du surmenage quand même, hein. J'avais vraiment des symptômes de surmenage qui m'est jamais arrivé de ma vie, parce que j'ai une capacité à compartimenter énorme. C'est-à-dire que je peux travailler comme une dingue la semaine et être avec mes enfants sans penser au boulot le week-end. J'ai vraiment cette capacité-là qui me prémunit pas mal du burn-out. Là, je pouvais plus couper, mais comment dire, mes capacités à siloter étaient dépassées. J'y pensais la nuit, j'en rêvais. Et un autre truc qui m'est jamais arrivé, c'est j'ai un bureau, tu le connais, vraiment sur ma terrasse, qui est coupé de la maison, qui est super agréable pour travailler. Je ne pouvais plus y mettre les pieds. Mais quand je te dis que je pouvais plus y mettre les pieds, je ne pouvais plus y rentrer, alors que j'ai un ordinateur avec 2 écrans, c'est idéal pour travailler. Je travaillais dans ma salle à manger sur mon petit ordinateur portable, je ne pouvais plus y mettre les pieds. Donc là, forcément, je raconte un peu a posteriori. On est chez One Health, on est arrivé, on est tranquille toutes les deux. Mais non, ça aurait pu mal finir. J'ai dû vraiment me surveiller aussi de ce point de vue-là, parce que c'était hard, quoi. Mais preuve en est que tu devais avoir suffisamment de garde-fous, en tout cas, pour dans l'entourage, d'ailleurs, je pense beaucoup. Ouais, c'est important. Beaucoup, hyper important. Oui, L'entourage perso. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, comme ton conjoint est vétérinaire également, et du coup, je pense qu'il y a aussi une forme de compréhension. Et il est surtout chef d'entreprise. Ouais. Et chef d'entreprise, bien sûr. Ouais, complètement. Donc forcément, ça permet aussi d'avoir un accueil différent, une compréhension complètement. différente. Il a été d'un soutien sans faille, évidemment. Et un soutien indéfectible, ça c'est top. Est-ce que ça t'a quand même permis, toute cette période, d'acquérir certains apprentissages particuliers, ou en tout cas de tirer des enseignements qui te paraissent utiles pour demain? Oui, carrément. Et en plus, on me le disait beaucoup, tu vois, même certains repreneurs me disaient non, mais c'est en fait, vous allez en tirer plein d'apprentissages et tout. Et au fond, ça m'énervait un petit peu, parce que je le voyais pas comme ça. J'étais incapable de me dire que j'allais apprendre quoi que ce soit. Évidemment, j'en ai tiré plein d'apprentissages. Je pense que le principal, c'est qu'en fait, maintenant, plus rien n'est grave. Au sens relativiser à l'extrême. Mais un truc de dingue. C'est-à-dire que avant, où je pouvais être, alors j'avais déjà relativisé sur les 10 dernières années, parce que quand j'ai débuté, je me rappelle, pas répondre pendant 24 heures à un client, c'était pas possible, etc. Donc tu vois, quand t'es hyper, on a une capacité à être, les vétos, tu vois, on est perfectionniste à l'extrême, outrance. bien sûr. Et maintenant, j'ai compris qu'en fait, tout problème me paraît relativement solvable, et j'ai appris un truc c'est le système D, puisqu'on a fait que du système D, en fait, peut être poussé très très loin. On a tenu 2 mois sans fonction support, sans que les clients voient, à mi-effectif, et avec moi qui faisait 0% de mon travail, puisqu'en fait j'étais sur une vente et un sauvetage qui me prenait un temps plein, et ça m'a appris vraiment sur la résilience d'un business bien ficelé, on va dire. Et ça c'était insoupçonnable en fait. J'ai appris à prioriser, à sortir un peu plus de ma zone de confort, à transformer un calvaire en opportunité, puisqu'en fait c'est un peu bateau, mais
on y revient, à lâcher prise, à me dire que j'accepte qu'on contrôle pas tout, et franchement je suis pas quelqu'un qui lâche prise facilement, et voilà, on va c'est un peu violent comme apprentissage, ouais, mais au complet. final Non mais ça c'est vrai, de toute façon j'ai subi, hein, mais à un moment tu dis on va perdre des données, on va perdre on va perdre des données. J'espère le moins possible. On va tout faire pour que ça soit le moins possible, mais finalement. Et Alexandra m'a beaucoup répété, et mon avocate, à l'impossible nul n'est tenu. Et je me suis accrochée à cette phrase. C'est qu'à un moment, à l'impossible nul n'est tenu. Donc ça, ce sera mal fait, et ce sera mal fait parce que j'ai pas la possibilité de faire mieux. Après, si on est dans les citations, c'est sûr qu'on dit aussi à chaque problème sa solution. Et s'il n'y a pas de solution, ça sert à rien de perdre du temps à la chercher. Oui, non, mais c'est un peu ça. De toute façon, à un moment, tu arrives dans un niveau de priorité qui, de toute façon, te permet plus de tout adresser. Donc, bon. Et puis après, l'autre grand apprentissage, j'en parlais tout à l'heure, c'est se mettre en mouvement pour trouver des solutions, et pas avoir une posture un peu attentiste ou même victimaire. Tu vois, j'ai eu cette petite phase avant les vacances de Noël où j'étais un peu hébétée à regarder ma société s'effondrer. Oui, mais le contexte était pluriel, donc c'était difficile peut-être de mobiliser toutes tes capacités cognitives et psychiques, en se disant qu'il y avait aussi le côté perso qui était là, et mener de front ce process-là plus la grossesse, c'est parfois aussi plus compliqué. Et j'ai mesuré aussi l'importance à ce moment-là de mon réseau professionnel, dont certains d'ailleurs sont devenus amis. Enfin, il y a de l'amical du professionnel qui se mêle. Mais en fait, à un moment, quand t'as pas les ressources, t'as pas les solutions, finalement, les gens avec qui t'as travaillé, qui ont vécu plein de situations, ils t'apportent quand même, dans l'échange et la discussion, ils t'apportent quand même pas mal de débuts de solutions, de réflexions. Et puis le fait de le verbaliser, d'en parler. Ouais. En fait, quand t'es obligé de formuler, d'expliquer, toi-même, tu fais une partie du chemin. Ouais, complètement. Donc voilà mes grands apprentissages. C'est important, parce que comme tu es encore très jeune et qu'on a vu que ça c'est relatif, tu sais. Plus on vieillit, plus le décalage on décale la vieillesse, non? Tu trouves pas? Peut-être, mais en tout cas, vu que tu nous as dit que c'était une étape, on se doute qu'il y en a encore pas mal d'autres à venir, et on souhaite que, tu n'aies pas à revivre ce genre d'épisode, mais que ces apprentissages puissent te servir dans l'avenir. Alors, c'est la 4e saison de Veto Micro. Carrément. Ce podcast qui a été conçu par et pour les vétos. Qu'est-ce que tu aurais envie de retenir des 3 premières saisons? Plein de positifs. Franchement, Veto Micro, il est né sur un petit coin de table avec Sophie en plein hiver, dans un café ou dans un tout petit avec café coworking parisien. Ah. Et en fait, avec pas mal de réserves, parce que déjà le podcast, c'est de la niche, hein, c'est vraiment très dur à rentabiliser. Là, on est sur un podcast sur un parcours professionnel chez les vétérinaires, donc on est dans de la niche de niche. Donc faut le dire, hein, personne n'y croyait beaucoup au départ. On m'a dit voilà, c'est trop dur à monétiser, c'est trop niche, etc. Moi j'y croyais, Sophie aussi y croyait. Donc déjà, c'est quand même une grande fierté d'avoir réussi à le rentabiliser. Fin de saison 3, saison 4, ça aurait lieu avant si Théma avait pas été dans cette situation, puisqu'en fait on a perdu un an où on n'avait plus les moyens d'essayer de le vendre et de le faire connaître. Et puis après c'est des rencontres. Enfin franchement, là on parlait d'Alexandra. Voilà, c'est énormément de rencontres avec des vétérinaires extra, des parcours hyper variés, toute une réflexion aussi que ça m'a apporté sur de quoi était constitué, tout ce qui était constitutif d'un parcours professionnel. Donc franchement, il y a rien de négatif. Je n'ai que du positif à tirer de ces 3 premières saisons. Alors tout le monde ne le sait peut-être pas, mais tu es une vraie femme de chiffres. Tu maîtrises les PNL et les tableaux Excel comme personne, que ce soit du bilan ou de la projection d'ailleurs. Je le fais parce qu'il faut le faire, c'est pas ce que je préfère. Hein. Je suis un peu plus créative. Mais je pense que maintenant tu maîtrises tellement bien que ça fait illusion. Est-ce que ça t'ennuie d'en partager quelques-uns avec nous à propos de Veto Micro, par exemple, je sais pas, en termes d'audience ou de rentabilité? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Surtout qu'on est pas mal contactés par des gens, des vétos qui veulent lancer du podcast et qui me demandent ce genre d'informations qui sont absolument pas secrètes. Puis c'était quand même un épisode sur l'entrepreneuriat, donc oui, aucun problème pour partager. Aujourd'hui, Veto Micro, ça fait des très très belles audiences, c'est-à-dire qu'on est à peu près à plus de 5000 écoutes par mois sur une communauté de 20 000, un peu plus de 20 000 vétérinaires. C'est vraiment top. Surtout que c'est un format qui est assez peu classique, c'est un format long.
Ouais. quand même. Donc c'est Bah, vrai le que podcast, ça il y en a. T'as raison, c'est un choix assumé. assumé, ouais. Par contre, le podcast, c'est quand même un média qui se prête au format long. Il y en a quand même pas mal des podcasts. Il y en a même. Bah, on parlait de Génération Do It Yourself tout à l'heure. Hein, il peut faire des podcasts de 3 heures. Moi, il y a des fois quand je suis intéressée, j'écoute les 3 heures. En fait, c'était un peu notre idée avec Sophie initialement de se dire. On est dans un monde où tout va vite, où maintenant faut tout synthétiser, faut tout résumer en 3 secondes et demie. Tu vois, parfois dans les médias, t'écoutes le 20h sur un sujet, je sais pas. C'est 2 minutes 30 par sujet. Non mais et ça le conflit s'enchaîne. israélo-palestinien, on est dedans en ce Les moment. incendies. 1 minute, le conflit israélo-palestinien, bon, tu restes un peu sur ta faim. L'avantage du podcast, c'est que tu peux rentrer dans le détail. Bah, tu vois, on vient de le faire là. Hein. Ce que je viens de raconter là, j'aurais pas pu le faire autrement. Enfin, c'est un média long, tu vois. On m'aurait demandé d'écrire un article là-dessus, il aurait manqué beaucoup de choses. Donc, c'était l'idée de prendre le temps. Et puis, parfois, les invités, ils mettent un peu de temps à rentrer dedans. Et donc, de se laisser 1 heure, 1 heure et quart. Parfois, bah, tu vas avoir la dernière demi-heure qui est super passionnante. Donc, vraiment, ce choix du format long, on n'est jamais revenu dessus. Aujourd'hui, on a une saison, ça nous fait entre 32 et 35 épisodes inédits. Donc vraiment de nouveaux épisodes, on a des rediffusions. Pour être très clair, ça coûte cher à produire. Ouais. Ça coûte à peu près 550 € par épisode et encore, enfin, j'aimerais dans un monde idéal pouvoir mieux rémunérer les parties prenantes et c'est pas possible. Et on n'a pas de captation vidéo, tu vois, ce qui serait vraiment bien, ce qu'on peut pas faire aujourd'hui, ça maximiserait le coût de production. On est sur un chiffre d'affaires annuel, enfin sur une saison, mais bon, annuel d'environ tout ce qu'on vise, c'est 30 000 € à peu près. Donc il faut quand même que tu aies une petite 60% de tes flux qui sont remplis. Donc quand je dis flux, c'est vraiment, en fait, on vend sur 15 jours aux annonceurs. Donc tu as 2 épisodes inédits, mais tu envoies en dynamique sur tout ce qu'on appelle le back catalogue, c'est-à-dire tous nos anciens épisodes qui sont déjà publiés parce qu'ils peuvent être écoutés à n'importe quel moment. Donc concrètement, la rentabilité d'un podcast, ça reste un défi majeur parce que les coûts de production et de diffusion sont quand même importants et d'ailleurs dépassent souvent les revenus publicitaires, ce qui n'est pas notre cas. Aujourd'hui, on est rentable, mais on n'a pas des marges de dingue. Mais voilà, dans l'univers podcast, on est rentable. Il y a très peu de podcasts en France qui sont rentables. On parlait de Génération Do It Yourself, ça fait 700 000 € de chiffre d'affaires. Mais ça, c'est très rare, c'est du podcast généraliste. Oui, et puis comme tu le disais, ça dépend de la cible aussi. Et complètement. Et pour le coup, la cible des entrepreneurs est une cible beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Il y a Bliss aussi qui est très connu. Il y a pas mal d'auditrices probablement qui connaîtront, dont on connaît pas le chiffre d'affaires, mais qui là, pour le coup, je pense c'est un des podcasts le plus rentable en France, si ce n'est le plus rentable. Mais après, sur de la niche, moi j'essaie de faire des formations. La niche, ça peut se rentabiliser. Et puis nous, ça a du sens. En fait, moi, j'y croyais parce qu'on n'était pas tout seul, qu'on était dans un groupe de presse avec une régie pub et que finalement, on le vend pas forcément tout seul. Parfois, on le vend dans des packs plus importants. Donc, je sais pas, tu vois, si je pense je suis même quasiment sûre qu'il aurait pas été rentabilisé si je l'avais lancé toute seule hors d'un groupe de presse et hors de ce qu'on appelle un kit média, c'est-à-dire de pouvoir le vendre avec d'autres produits. Oui, certainement que les choses auraient été très différentes, mais finalement, c'est un podcast qui a rencontré son auditoire. Complètement. Sans problème. Ouais, sans problème. On a vu qu'il y avait plus de 5000 auditeurs mensuels, donc ça a donné la parole à plus de 100 vétos inspirants, puisque avec le début de la saison 4, nous sommes à l'épisode 116. Donc c'est quand même hors les hors-séries ASV de l'été, puisqu'on a fait des saisons estivales pour donner la parole aussi à des ASV inspirants et inspirantes. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette saison 4? Ah bah oui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu mènes cette interview. Oui, il y a des nouveautés. On va être 4. Ça va être un quatuor, hein, c'est ça qu'on dit. Saison 4, 4 voix. Saison 4 à 4 voix, exactement. C'est joli. Puisque tu nous rejoins. Donc, t'étais déjà partie prenante dans le podcast puisque, je pense que les auditeurs ne savent pas, tu rédigeais l'intégralité de nos synopsis. Donc, tu collaborais déjà beaucoup avec Veto Micro. Aujourd'hui, on décide d'élargir les choses. On est 4 personnalités différentes. Forcément, on ira chercher des invités un peu différents. Et puis, très concrètement, on parlait tout à l'heure des annonceurs. C'est plus la même
même chose. Là, on a une saison qui est, voilà, on est complet jusqu'au mois de décembre. Il nous reste plus beaucoup de place pour cette saison 4. À partir du moment où on vend des flux à des annonceurs, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça nous est déjà arrivé par le passé, surtout quand on était en redressement judiciaire, de dire oh ben là j'ai pas le temps d'enregistrer, on fait une petite rediffusion. Là, on n'a plus du tout le droit de faire ça. Donc ça nous sécurise aussi parce qu'on est toutes très occupées, donc d'être 4. Et puis c'est l'occasion, je pense, de mettre une nouvelle dynamique. On n'a pas pu le faire à cause du contexte dans la saison 3, où on a fait que tenir un existant parce qu'on était dans une situation compliquée. Donc là, voilà, tu intègres pleinement l'équipe. On va avoir une répartition des épisodes. Sophie garde la partie hors série, mais on change aussi cette partie hors série. Ah oui, l'année dernière, Sophie faisait les hors séries internationaux. Ouais, tout à fait. Et là, on passe sur quelque chose qui justement vient acter l'arrivée chez One Else, puisque on va interviewer, elle a 5 épisodes de mémoire, d'autres professions médicales. Super intéressant. Donc pharmacien, médecin, je ne sais pas ce qu'elle trouvera pour essayer de montrer des carrières un petit peu différentes, mais qui sont quand même dans la santé, peut-être plus la santé humaine, mais voilà, pour avoir d'autres histoires inspirantes dans des métiers qui ressemblent aux nôtres, mais qui sont pas les nôtres. Ah, c'est super. Encore un peu d'ouverture d'esprit. C'est chouette de pouvoir aussi aller jusqu'au bout de ce concept One Else. C'est impeccable. Alors, Veto Micro conserve son ADN quand même, hein. Donner la parole au veto pour mettre en lumière des parcours inspirants, partager les enjeux, les préoccupations de la profession. Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Est-ce que c'est la liberté d'expression, la mise en lumière des possibilités qu'offre notre diplôme, les chemins de vie, le partage? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Pour moi, c'est la mise en lumière de la diversité, hein. La baseline qu'on utilise souvent pour Veto Micro, c'est parce qu'il y a mille façons d'être vétérinaire. Je pense que ça se rattache à mon parcours, parce que moi, ça s'est pas fait sans mal, hein, d'arrêter la pratique, qui n'a jamais été un choix de je vais arrêter la pratique et faire autre chose. Moi, ça a été une opportunité de créer Veto Job, de monter ma boîte, etc. Et après, ça a été une série d'opportunités. Mais j'ai mis très longtemps à l'accepter. Aujourd'hui, je suis capable de dire, je pense que je reviendrai jamais en pratique. Ah, c'est dommage, j'allais te dire, tous les invités qui sont venus s'exprimer à ton micro, ainsi que celui de Sophie et de Colline, illustraient bien cette richesse, mais avec un mari vétérinaire et tous ces parcours, est-ce que tu as des regrets ou des projets qui concernent la pratique? Alors, a priori, pas de regrets. Non, mais pas de projet non plus, alors. Regret. En fait, je me ferme jamais aucune porte. Donc je me dis peut-être que j'y reviendrai. Alors déjà, il faudrait que je m'y remette parce que j'en ai pas fait suffisamment, hein. Là, ça paraît loin. Et tu vois, là, en arrivant chez One Else, je me faisais la réflexion que là, mon nouveau poste, c'est la première fois de ma vie que j'ai pas besoin d'être vétérinaire. Tu vois, vraiment, c'est un poste. En tout cas, c'est pas tes compétences. Carrément pas. Et c'est le premier, parce que avant ça, j'étais en start-up, j'avais été recrutée parce que j'étais vétérinaire, parce que je travaillais dans les objets connectés, l'IoT, et que en fait, je faisais une partie de R&D, et c'était un produit quand même de santé connectée. Puis après en nutrition, forcément. Nutrition, voilà, dans l'agroalimentaire. Veto Job, on était certes, c'était différent, mais c'était vraiment vétérinaire. Là, je pourrais ne pas être vétérinaire, que ce serait exactement pareil. Et je pense que j'arrive dans une nouvelle phase, du coup. Après, tu as toute l'expérience aussi, et de tes études et de tes expériences précédentes. Donc finalement, tu dis que tu n'avais pas besoin d'être vétérinaire, mais peut-être parce que c'est intrinsèque. Non, mais parce que j'ai fait le chemin. Non, mais t'as voilà. raison. Non, mais oui, mais je me le suis noté, tu vois. Et non, objectivement, je pense que je reviendrai jamais en pratique, parce que ce serait... faudrait que je m'y remette. D'ailleurs, j'ai appris que les pharmaciens, si t'exerces pas, tu dois repasser une. Ce qui paraît pas aberrant. Ce qui serait quand même logique chez nous, parce que moi, tu me remets en pratique demain. Après, tu peux aller faire des stages. C'est ce que je ferais. Oui, non, mais sauf que bon, il y a une différence entre le laisser à la libre appréciation des gens et puis l'encadrer, tu vois. Mais ouais. Et après, je me ferme aucune porte. Mais en tout cas, je pense que je viendrai pas. Du coup, j'ai oublié la question, parce que du coup, on a switché sur cette deuxième question. Non, il n'y a pas de souci. L'idée, c'était de savoir ce qui te tenait le plus à cœur dans Veto donc Micro. C'est vraiment la diversité, parce que ça se raccroche à cette partie-là de moi. J'adore les écouter ou faire les interviews des invités et voir que eux-mêmes, ils pensaient que leur route était toute tracée. Mais comme moi, en fait, parce qu'à un moment, tu sors d'école, t'es jeune et puis t'as investi moi j'ai fait 8 ans d'études, j'ai fait un internat. Donc en fait, pour toi, tu vas faire ce pourquoi t'as été formé, en fait.
Et la vie, ça marche pas comme ça, mais pas du tout en fait. Plein de surprises. Mais c'est plein de surprises, des bonnes, des mauvaises. Et j'adore voir la cohérence de tous ces parcours et comment les rencontres, parce que souvent c'est ça, comment les rencontres font que les gens ont fait des tas de choses différentes et comment ils ont cheminé ça, que je trouve absolument fascinant en fait. C'est sûr, on a la chance d'avoir aussi des gens qui sont dans le partage et qui nous permettent d'appréhender ça avec beaucoup de bienveillance. Et c'est très agréable de les écouter. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu voudrais nous parler? Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder, qui soit de près ou de loin relié au changement de ces derniers mois, l'intégration chez One Health et à toutes les belles opportunités et les beaux projets qui s'annoncent pour l'année à venir? Bah, écoute, on a balayé un certain nombre de sujets, donc non, je vois pas grand-chose à ajouter. Je me dis que c'est génial parce qu'en fait, j'ai fait ma psychothérapie. En fait, c'est génial parce C'est que formidable, ce média est incroyable, ouais, c'est incroyable. multifacette. J'ai finalement non, mais c'est pas faux, tu vois, je dépose cette histoire-là que j'ai jamais eu l'occasion de raconter de bout en bout en fait, à part appeler mes amis en disant ça va pas, il y a ça qui va pas par petits morceaux pendant tout ce qui s'est passé. J'ai jamais eu l'occasion de le reprendre de bout en bout et en fait, je sais pas, c'est peut-être un moyen de tourner la page et puis de passer définitivement à autre chose et de regarder vers l'avenir chez One Health. Donc non, c'était un chouette moment du coup. Ouais, et avenir qui s'annonce brillant, j'en suis sûre. En tout cas, Marine, merci pour cet échange en toute transparence. On te souhaite une super rentrée, pleine de projets enthousiasmants et de rires d'enfants, du coup, parce que là, il y en a 3, donc c'est super. Et pour les auditeurs, n'oubliez pas que ce podcast est le vôtre. Vous pouvez proposer des noms de vétérinaires que vous souhaiteriez entendre à notre micro. On vous souhaite à tous une excellente rentrée. Merci beaucoup, Marine. Et, écoute, merci Annabelle et je suis heureuse d'avoir été ton cobaye pour ce premier épisode. Cobaye de luxe. Et tu vois, tu me demandais d'ailleurs si j'avais quelque chose à ajouter. Et bah, tu viens de m'y faire penser. C'est mon petit côté féministe qui va ressortir. Ce fameux 3e enfant, ça change un peu la donne d'un point de vue sociétal parce que c'est la première fois de ma vie qu'on me demande un peu sans arrêt si je vais ralentir ou si on m'a même demandé si j'allais arrêter de travailler. Et donc, bah non, ce sera la conclusion de l'épisode. Ben non, absolument pas. C'est pas prévu au programme. J'ai beau avoir 3 enfants, j'ai encore plein de projets et non, je vais définitivement pas ralentir. Et pour le bien de tous, c'est parfait. Plein de projets et plein de nouveautés pour cette saison à venir. Ben, on vous souhaite une belle rentrée et à bientôt sur Veto Micro. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.